Le cancer est très facilement évitable. Si l'establishment médical reconnaît ce que je sais sur la maladie, ses causes et ce que nous ne faisons pas en matière de prévention du cancer, cela sera considéré comme la plus grande tragédie de l'histoire de la médecine. Le professeur Seyfried est professeur de biologie, de génétique et de biochimie et il a passé les 30 dernières années à rassembler des preuves scientifiques sur l'origine possible et la prévention du cancer. La situation du cancer s'aggrave et il n'y a aucun progrès dans la réduction des taux de mortalité. Je peux en expliquer les raisons. Tous les centres de cancérologie partent du principe que le cancer est une maladie génétique. Vous pensez autrement? Ce que je crois n'a pas d'importance. Il s'agit ici des faits. Les preuves sont claires. Le cancer est une maladie métabolique. Et le problème, c'est que notre mode de vie fait tout pour déclencher le cancer. Les preuves scientifiques existent. Nous savons que le cancer était rare chez les tribus africaines, qui vivaient selon des modes de vie traditionnels. Mais dès que le mode de vie moderne a fait son apparition dans leur société, le cancer est soudainement devenu une cause de mortalité. C'est pareil chez les chiens. Nous savons que les loups à l'état sauvage ne meurent pas de cancer, mais chez les chiens, le cancer est la première cause de mortalité. Pourquoi? Cela vient de nos habitudes de vie, et beaucoup d'entre nous font des choses sans savoir qu'ils s'exposent à un risque supplémentaire. Notre thérapie métabolique peut être utilisée à la fois pour la prévention et le traitement. Nous voyons de plus en plus de patients prétendument incurables qui survivent à leur pronostic grâce à cette thérapie. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous suivez la thérapie métabolique, vous pouvez réellement réduire le risque de cancer et apaiser la peur des patients. Que voulez-vous dire exactement par thérapie métabolique? Si quelqu'un vous aborde dans la rue et ne sait absolument rien sur la science ou la médecine et vous demande « Que faites-vous dans la vie? Et pourquoi faites-vous cela ?» Que répondriez-vous? Je suis professeur de biologie au Boston College. Dans ce rôle, je passe beaucoup de temps à travailler avec des étudiants de licence et de master et à les former pour qu'ils deviennent compétents scientifiquement dans différents domaines de la biologie. Le programme de recherche que nous avons à l'université est également axé sur une meilleure compréhension de la manière de traiter le cancer, comment il se développe et comment le prévenir. Quelle est l'ampleur du problème du cancer dans le monde? Quelles sont les principales manchettes ou statistiques sur la situation mondiale du cancer pour quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien? Cela ne fait qu'empirer. Je ne peux pas le dire exactement, mais ce sont des millions. Je sais assez bien ce qui se passe dans ce pays, car l'American Cancer Society publie chaque année les nouvelles données sur le cancer. Nous avons presque 2 millions de nouveaux diagnostics de cancer par an aux États-Unis. Et nous avons environ 1700 personnes par jour qui meurent du cancer aux États-Unis, ce qui correspond à environ 70 personnes par heure. Si nous regardons, par exemple, la Chine, j'ai consulté quelques chiffres chez eux, et c'était 8000 personnes par jour qui meurent du cancer. Eh bien, évidemment, la population y est beaucoup plus grande, et je ne sais pas comment c'est au Royaume-Uni. Je veux dire, nous devrions consulter leur registre du cancer. Mais ce que nous savons, c'est qu'il devrait être nettement pire d'ici 2050 qu'aujourd'hui. Nous ne pouvons donc pas constater de réelle diminution des décès et des souffrances causées par cette maladie. Je peux expliquer les raisons de manière très précise, mais pour l'instant, je dirais qu'il s'agit d'une épidémie mondiale de cancer. Cela ne s'améliore pas, cela empire. De plus en plus de personnes en meurent, et il n'y a pas de réel progrès dans la réduction du taux de mortalité. C'est donc une grande tragédie. Et lorsque nous comprendrons ce qui cause le cancer et ce que nous ne faisons pas pour prévenir ou traiter la maladie, cela sera reconnu comme la plus grande tragédie de l'histoire de la médecine mondiale. Quand l'establishment finira par enregistrer ce que je sais sur cette maladie, et réalisera alors tout ce que nous avons fait de travers jusqu'à présent. Ainsi, notre traitement actuel sera considéré comme la plus grande tragédie de l'histoire de la médecine. De quel type de cancer meurent les gens? Quels types de cancers sont les plus fréquents chez les hommes et les femmes? Eh bien, c'était presque toujours le cancer du poumon, tant chez les hommes que chez les femmes. Le cancer du poumon a toujours été le numéro 1, mais nous avons aussi le cancer du pancréas, le cancer du sein, le cancer colorectal. Tout ceci augmente. Le cancer colorectal augmente. Le cancer du pancréas augmente ici aux États-Unis. Je ne peux pas parler pour d'autres pays. Les types de cancers peuvent légèrement différer selon l'alimentation et le mode de vie. Mais le cancer du poumon a toujours été considéré comme le type de cancer le plus fréquent. Combien de personnes aux États-Unis vont alors, selon les statistiques, développer un cancer? Eh bien, il semble augmenter chaque année. C'est une tendance à la hausse. Le cancer ne semble pas diminuer, au contraire. Ce que nous savons, c'est que le nombre de personnes qui meurent chaque jour du cancer est d'environ
1700. Car l'American Cancer Society fournit ces chiffres. Je crois qu'il mentionne 612 000 personnes qui mourront du cancer en 2024. Si vous divisez ce chiffre par 365, cela donne environ 1700 personnes par jour. En divisant ce chiffre par 24, on obtient environ 70 personnes par heure sur la base des chiffres fournis par l'American Cancer Society. Bien qu'ils prétendent que nous avons fait de grands progrès dans les cas de cancer. Donc, dans les années 1990, ils ont lancé les campagnes anti-tabac. D'accord. Et aujourd'hui, quand on lit, il est dit que nous avons réduit les décès par cancer de 32 ou 33%. Waouh, cela semble vraiment impressionnant. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez le chiffre mesuré avant cette campagne, avant que fumer ne soit considéré comme socialement inacceptable, comme documenté dans leurs publications. D'accord, si nous n'avions pas arrêté de fumer dans les années 90 et que tout le monde avait continué à fumer, la courbe de développement aurait été très, très raide. Mais comme nous avons arrêté de fumer, nous avons 33% de décès en moins que si nous n'avions pas arrêté de fumer. Mais la courbe de développement continue d'augmenter, peut-être pas aussi abruptement que si nous avions continué à fumer. C'était donc clairement préventif. Cela n'a rien à voir avec un traitement du cancer lui-même. Cela avait à voir avec la prévention. Mais vous auriez dû dire, nous avons fait de grands progrès dans la réduction du taux de mortalité par cancer parce que les gens ont arrêté de fumer. Oui, beaucoup plus de personnes seraient mortes si elles n'avaient pas arrêté de fumer. Toute cette logique des chiffres ne tient donc pas la courbe de développement. Nous considérons seulement ce qui se serait passé si nous n'avions pas arrêté de fumer. Quelles sont les causes de décès les plus courantes dans le monde en ce qui concerne les maladies? Les maladies cardiaques sont probablement la cause la plus fréquente. Les maladies cardiaques sont en première position. Le cancer est en deuxième position. D'accord. Et il y a beaucoup de types différents de cancer, n'est-ce pas? Il existe des centaines de formes différentes de cancer. Quand on regarde sous le microscope électronique, la plupart des cancers sont cependant diagnostiqués par microscopie optique. On regarde sous le microscope et on voit un amas de cellules qui ont l'air dysmorphiques, déformées. Et elles ont toutes des défauts génétiques et tout ce genre de choses. Mais elles ont toutes un point commun. Elles dépendent de la fermentation, la production d'énergie sans oxygène, donc tous les types de cancers sont la même maladie. Elles ne se manifestent que dans différents tissus. Mais dans leur structure fondamentale, tous les types de cancers sont similaires. Aucun cancer ne peut survivre sans fermentation, production d'énergie sans oxygène. C'est donc le problème pathophysiologique commun à tous les types de cancers, qu'il s'agisse de l'intestin, du cerveau, du sein, de la vessie, de la peau, des poumons. Nous avons étudié tous ces types de cancers et ils utilisent essentiellement tous le même mécanisme pour croître de manière incontrôlée. Qu'est-ce que cette fermentation que vous avez mentionnée? C'est de l'énergie sans oxygène. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Nous inhalons de l'air et expirons du CO2 et de la vapeur d'eau. Ce sont les déchets des aliments que nous consommons. Tout est métabolisé et brûlé dans les mitochondries de nos cellules. Et les déchets sont le CO2 et la vapeur d'eau. Ce sont les déchets. Mais si toi et moi arrêtions de respirer pendant un certain temps, nos corps s'accumuleraient en acide lactique et acide succinique, comme chez quelqu'un qui a une crise cardiaque. Il ne meurt pas immédiatement. Si vous êtes sans oxygène pendant 5 ou 6 minutes, vous ne mourrez qu'alors, car le cerveau meurt. Mais si on parvient à faire battre le cœur à nouveau et qu'on ramène de l'oxygène dans la circulation, on peut revenir à la vie. Mais si nous avons une interruption massive de l'apport en oxygène dans notre corps, les cellules reviennent à un mécanisme ancien. Elles activent immédiatement ces anciennes voies métaboliques pour obtenir de l'énergie sans oxygène pendant une courte période. Et cela grâce à la fermentation du glucose qui est déjà présent dans notre circulation sanguine grâce à l'alimentation. Et l'acide aminé glutamine qui est également présent dans notre sang. L'acide aminé avec la plus haute concentration dans notre sang est la glutamine. Ces deux combustibles sont maintenant brûlés pour produire de l'énergie sans oxygène. Ces voies métaboliques sont régulées à la hausse et on peut obtenir de l'ATP, donc de l'énergie, pour rester en vie pendant une courte période. Mais notre circulation sanguine se remplit des déchets appelés acide lactique et acide succinique. L'acide lactique est produit à partir du glucose, donc du sucre. L'acide succinique provient de l'acide aminé glutamine, et il s'accumule, et cela te montre que tu fermentes. Tu obtiens de l'énergie sans oxygène, car tu ne respires pas.
Tout simplement. Tu ne respires pas, mais tu n'es pas encore mort. Bien sûr, on finit par mourir si la fermentation ne suffit plus. Voilà pour ça. Eh bien, une autre façon d'arrêter rapidement l'apport en oxygène dans notre corps est le poison cyanure. Donc, si nous devions, Dieu nous en préserve, ingérer du cyanure, nous serions tous les deux morts en 1 minute, simplement parce que notre corps serait complètement coupé de l'apport énergétique par l'oxygène. Et voici la cellule cancéreuse. La cellule cancéreuse peut survivre au cyanure. Le cyanure ne tue pas les tumeurs, d'accord? Otto Warburg l'a montré il y a longtemps, et nous avons prouvé la même chose dans notre laboratoire. D'autres l'ont également prouvé. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous regardez les cellules cancéreuses, même en présence d'oxygène, même dans l'oxygène, elles émettent de l'acide lactique et de l'acide succinique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'organite, dans la cellule qui génère de l'énergie, n'est pas efficace. Il est inefficace, et les cellules utilisent cette forme ancienne de fermentation. Si tu veux apprendre comment intégrer le régime kétogène et le protocole PressPulse dans ton traitement contre le cancer, rends-toi simplement sur school.com/keto4cancerfrench, la nouvelle communauté de notre analyste de recherche Johnny Rockermeyer. Dans cette nouvelle plateforme communautaire, tu peux échanger avec d'autres patients et apprendre de leurs expériences. Tu peux également facilement rechercher les contributions que d'autres membres ont déjà partagées. Tu auras aussi accès à notre salle de cours, qui offre des recommandations pratiques et des outils pour obtenir les meilleurs résultats, avec de nouveaux contenus chaque mois. Cette section couvre toutes les parties du protocole PressPulse que tu devrais mettre en place, en commençant par les concepts scientifiques généraux du docteur Thomas Seyfried, et nous te montrons comment commencer le régime kétogène, avec un aperçu de les meilleurs aliments, et ceux à éviter. De plus, nous avons préparé une liste de médecins spécialisés en thérapie métabolique, ainsi que des informations sur les médicaments, l'inhibition du glutamine et la thérapie à l'oxygène hyperbare. Alors, jette un œil à school.com/keto4cancerfrench. Et quand je parle de fermentation ancienne, il faut se rendre compte que la Terre a 4,5 milliards d'années. Les organismes qui existaient sur notre planète il y a 2,5 milliards d'années étaient tous des fermenteurs. En effet, il n'y avait pas d'oxygène jusqu'à ce que les bactéries commencent à en produire. Il y avait des cellules vivantes. Elles n'avaient pas d'oxygène. Et elles croissaient comme des folles. Une croissance non régulée, tout simplement non régulée. Et elles mouraient après que les combustibles fermentibles de leur environnement étaient épuisés. Ensuite, elles mouraient par manque d'énergie. Elles ne vivaient donc que tant qu'elles pouvaient se reproduire et utiliser des combustibles de fermentation. La cellule cancéreuse dans notre corps ne fait rien d'autre que de recourir à ces anciennes voies de fermentation. Celles-ci sont accélérées et fortement régulées dans la cellule tumorale, car l'efficacité de la production d'énergie à partir des mitochondries est épuisée. Elle est défectueuse de nombreuses manières différentes. C'est un fait établi, et cela se produit dans le cancer du poumon, le cancer du côlon, et ainsi de suite. Nous avons examiné tous les types de cancers et avons découvert que ces défauts apparaissent dans tous les types de cancers. Ainsi, les cellules cancéreuses ont un métabolisme très similaire. Elles ont une apparence différente au microscope. Le cancer du poumon est différent du cancer du côlon ou du cancer du cerveau. Génétiquement, ils sont également différents. Ils se distinguent tous les uns des autres, mais ils ont tous une dépendance commune à cette ancienne voie de production d'énergie. Revenons un instant en arrière. Vous avez mentionné quelqu'un du nom de Warburg. Comment êtes-vous personnellement arrivé à la conclusion que le facteur causal central de l'apparition du cancer réside dans le fait que le cancer trouve sa véritable origine dans ce changement des systèmes énergétiques? Où a commencé cette compréhension dans la recherche? Cela a certainement commencé avec Otto Warburg dans les années 20. Nous y reviendrons plus tard. Avant de te parler davantage d'Otto Warburg, j'étais comme tout le monde. Je pensais que le cancer était une maladie génétique. Oui, j'avais entendu parler de Warburg, mais je ne savais pas vraiment de quoi il parlait. Je n'avais pas pris le temps de réfléchir à ce que ses recherches impliquaient. J'ai d'abord été influencé par Linda Niebling. Elle était étudiante en soins infirmiers à l'université Western Reserve dans l'Ohio. Elle a pris en charge ses 2 petits-enfants désespérés. En cas de cancer du cerveau, nous parlons de désespoir, car ils n'ont aucune perspective de survie à long terme. Elle leur a administré un régime cétogène pour abaisser la glycémie, et elle a pu sauver ses enfants. L'un est finalement décédé, l'autre enfant est mort bien plus tard.
Elle a dit que sa stratégie était basée sur ce qu'Otto Warburg avait dit à propos du glucose et du cancer. Alors je me suis demandé, Warburg, qu'est-ce qui se passe ici? Je dois découvrir qui était ce type et ce qu'il a recherché. Car j'ai vu des choses similaires chez des souris avec ce médicament qui a baissé la glycémie. Nous pouvions soudainement faire rétrécir leur tumeur. Et nous avons publié un article, l'un des tout premiers à relier les deux choses. Le niveau de sucre dans le sang détermine à quelle vitesse la tumeur se développe chez les souris, et cela a ensuite été reproduit dans tous les types de cancers humains. Plus ton taux de sucre dans le sang est élevé, plus la tumeur se développe rapidement. Plus le taux de sucre dans le sang est bas, plus la tumeur se développe lentement. C'est clair pour tous les types de cancers. Warburg l'avait déjà dit il y a longtemps, dans les années 20. Il a pris des coupes de tissus de toutes sortes de tumeurs humaines et de souris, et les a examinées en détail. Et il a remarqué quelque chose de vraiment étrange à propos de ces cellules cancéreuses. Elles absorbent moins d'oxygène par rapport au tissu normal dont elles proviennent. Donc, elles sont en quelque sorte pauvres en oxygène. Et elles excrètent ce déchet d'acide lactique, comme il l'a dit. Et elles absorbaient beaucoup plus de glucose que les cellules normales. Les cellules normales absorbent seulement un peu de glucose et peuvent en tirer d'énormes quantités d'énergie. Les cellules cancéreuses, en revanche, absorbaient d'énormes quantités de glucose, mais ne le métabolisaient pas complètement en CO2 et en eau. Elles l'excrétaient sous forme d'acide lactique, un produit de dégradation du glucose, qui n'est pas complètement métabolisé dans la cellule. « Waouh !» dit-il, « c'est incroyable. » Et puis il a examiné toutes sortes de types de tissus. J'ai regardé ces données. Elles étaient incroyables. Il disséquait des humains, des souris, des rats et voyait toujours la même chose. Et il a dit: l'origine du cancer est liée à la capacité des mitochondries à produire efficacement de l'énergie à partir de l'oxygène. Les mitochondries sont nos producteurs d'énergie. Les mitochondries sont donc la partie de la cellule qui produit de l'énergie. C'est la partie de la cellule qui génère de l'énergie par phosphorylation oxydative, c'est-à-dire en brûlant de l'énergie à l'aide de l'oxygène. D'accord, donc comme un moteur. C'est comme un moteur très efficace. C'est un organite. Il faut comprendre que nous avons la cellule, nous avons un noyau cellulaire que tout le monde connaît, ce noyau cellulaire. Et puis nous avons tous ces petits organites à l'intérieur. Nous avons des lysosomes et nous avons la mitochondrie, qui ressemble à un réseau de spaghettis à l'intérieur de la cellule. Les deux sont unis. Ils sont en réalité un deuxième organisme vivant dans nos cellules. Pour le dire simplement, les mitochondries transforment l'oxygène et le glucose en énergie? Oui, elles brûlent de l'énergie. Elles prennent les aliments que nous mangeons. Ces aliments contiennent des liaisons carbone-hydrogène, d'accord? Et nous les décomposons dans nos mitochondries. Et lorsque nous brisons ces liaisons, nous créons un gradient d'hydrogène. Et nous résolvons ce gradient via un mécanisme d'impulseur. Cela génère de l'énergie sans fin. Un système incroyablement génial, hautement efficace. Mais les cellules cancéreuses ont un dysfonctionnement dans ce système. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Comme l'a dit Warburg, si on détruit ce système trop brusquement et trop rapidement, la cellule meurt. Il faut 2 développements pour passer de la phosphorylation oxydative à la production d'énergie par fermentation. Pour qu'une cellule normale devienne une cellule cancéreuse pathologique, cela ne se produit bien sûr pas du jour au lendemain. D'accord. C'est une atteinte chronique de la capacité de cet organite à produire efficacement de l'énergie à l'intérieur de la cellule. D'accord? Donc, nous devons simplement savoir pour les cellules cancéreuses, comment poussent-elles si rapidement? Pourquoi deviennent-elles incontrôlables? Pourquoi est-il si difficile de les tuer? Parce qu'elles continuent de croître, tant qu'il y a des combustibles fermentescibles qui alimentent cette voie métabolique ancestrale. Et elles sont très difficiles à tuer. Les combustibles fermentescibles sont le glucose et Glutamine. tamine. Exactement. Alors, laisse-moi résumer cela brièvement. J'espère que cela a du sens. Alors, voici ma solution au problème du cancer. Pour traiter le cancer sans toxicité, il faut restreindre simultanément les 2 combustibles qui alimentent cette croissance dysrégulée, tout en convertissant l'ensemble du corps à un combustible que les cellules tumorales ne peuvent pas utiliser, à savoir les acides gras et les corps cétoniques. Donc, si nous prenons les patients atteints de cancer ou les souris, nous les mettons sur un régime cétogène, éventuellement réduit en calories, pour abaisser la glycémie. Cela, comme je l'ai dit, est une moitié des 2 combustibles. On peut vraiment abaisser fortement la glycémie. Et ensuite, nous utilisons certains médicaments pour cibler la glutamine. Et ensemble, nous pouvons cibler la restriction des 2 combustibles
tout en adaptant l'ensemble du corps aux cétones. En tant qu'espèce, nous avons évolué de telle sorte que nous avons passé la majeure partie de notre existence, environ 1,5 million d'années, dans un état de cétose. Pendant des siècles et des millénaires, toi et moi, notre espèce, nos ancêtres, nous nous trouvions très souvent dans un état de cétose nutritionnelle, car il y avait très peu de glucides dans leur environnement qu'ils pouvaient consommer, n'est-ce pas? Notre physiologie peut s'adapter à un métabolisme des corps cétoniques en réduisant les glucides ou par le jeûne hydrique, un état dans lequel les cellules normales, comme le cerveau, les reins et le cœur, brûlent des corps cétoniques. Les cellules tumorales, en revanche, ont des mitochondries malades. Elles ne peuvent pas brûler ces combustibles. Elles dépendent du glucose et de la glutamine. Nous pouvons remplacer le glucose et la glutamine dans les cellules normales de notre corps par des cétones. Ainsi, nous ciblons et éliminons progressivement ces cellules tumorales au fil du temps. Elles commencent lentement à mourir. Les vaisseaux sanguins des tumeurs disparaissent. Le corps peut les décomposer et les dissoudre. Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du terme keto, cétose ou corps cétonique, que sont les cétones expliquées simplement? Les cétones sont des produits de dégradation solubles dans l'eau des acides gras. Une variante est le bêta-hydroxybutyrate. Ce sont de petites molécules qui sont solubles dans l'eau. Le foie les libère en grande quantité dans la circulation sanguine. Un peu aussi les reins, mais principalement le foie. Comme je te l'ai dit plus tôt, si nous ne mangeons rien pendant longtemps dans la journée, nous devenons nerveux, surtout parce que notre cerveau est accro au glucose. C'est comme la cocaïne, la nicotine et autres. On devient agité en se disant « je n'ai encore rien mangé, qu'est-ce qui se passe? J'ai faim ». Dès que le corps réalise que tu ne consommes vraiment aucune calorie, nous commençons à mobiliser nos réserves de graisse. Les graisses entrent dans la circulation sanguine sous forme de triglycérides. Ce sont 3 acides gras liés à un squelette de glycérol. Ils atteignent le foie. Le foie les décompose et produit à partir de ceux-ci ces petits corps cétoniques solubles dans l'eau. Le terme corps cétonique est une expression un peu étrange de la biochimie, mais c'est ainsi qu'on les appelle. Et ils peuvent fournir de l'énergie au cerveau ainsi qu'au cœur. Et pas seulement cela, ils sont carrément un supercarburant. C'est incroyable. Les mitochondries brûlent ces cétones, d'accord? Te souviens-tu comment j'ai parlé de l'efficacité énergétique des mitochondries? Lorsqu'elles brûlent des cétones, elles deviennent encore plus efficaces sur le plan énergétique. C'est incroyable de voir à quel point elles ont besoin de peu d'oxygène pour produire plus d'énergie. C'est pourquoi des collègues et des leaders dans le domaine de la biochimie qualifient les cétones de supercarburants. Car on obtient plus d'énergie par unité en brûlant un corps cétonique qu'en brûlant du pyruvate provenant du glucose ou même des acides gras. La biochimie est très intéressante. Il est surtout important de passer de ces carburants aux cétones. N'oubliez pas, nous avons évolué de cette manière. Nos ancêtres étaient dans un état de cétose. On atteint cet état en ne consommant aucun glucide et en obtenant beaucoup d'énergie des graisses. Et c'est ainsi que vivaient nos ancêtres. Que pouvons-nous donc apprendre de nos ancêtres à propos du cancer? À quel point le cancer était-il répandu? Si nous regardons nos ancêtres qui se trouvaient souvent dans un état de cétose. Eh bien, c'est difficile à dire à partir des découvertes de squelettes, mais je pense que nous pouvons beaucoup apprendre des tribus indigènes. Des personnes qui, même à l'époque moderne, avaient un mode de vie traditionnel. Albert Schweitzer, le grand médecin humanitaire, est allé en Afrique et a étudié des tribus qui vivaient selon leur mode de vie traditionnel. Il est arrivé à une conclusion étrange. Ils n'ont pas de cancer. Pour nous, c'est complètement absurde. Oui, le cancer était extrêmement rare chez les autochtones, qui vivaient en accord avec leur mode de vie dans ces régions. Les Britanniques, lorsqu'ils sont venus, ont examiné l'état de santé des personnes vivant dans le cercle polaire. Le cancer n'y était pas présent non plus. Ils avaient d'autres maladies, mais pas de cancer. Indigènes. Il semble que notre mode de vie. Nous ne pouvons pas remonter 50 000 ans en arrière pour étudier les gens de l'époque. Mais nous avons des personnes à l'époque moderne dont nous pouvons étudier les modes de vie. Ces faits sont présents. Des Suisses et plusieurs autres médecins d'Europe se sont rendus en Afrique et ont observé ces tribus traditionnelles et ont dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe avec ces Africains? Pourquoi n'ont-ils pas de cancer ?» Lorsque l'alimentation moderne a pénétré leur société, le cancer est devenu incontrôlable. Qu'en est-il de nos autres parents, les primates? Également.
Il n'a jamais été constaté de cas documentés de cancer du sein chez une femelle chimpanzé, et ils nous ressemblent à 98% sur le plan génétique. Il est clair ce qui se passe. Les singes ne développent généralement pas de cancer. Ils mangent, mais pas ce que nous mangeons, d'accord? L'homme ne s'est pas non plus développé pour consommer des quantités massives de porc gras, de frites, de beignets remplis de gelée ou de pizza. Nos ancêtres ne mangeaient pas ce genre de choses. À la place, nous chassions et rôtissions des animaux. Nous mangions tout ce qui marchait, rampait, volait ou nageait sur cette planète. Les animaux faisaient partie de notre alimentation. Nous n'avions pas de beignets partout, pas de stand de fast-food à chaque coin de rue. Nous avons évolué sur des périodes extrêmement longues, tout comme nos ancêtres primates. Les animaux dans les zoos, comme les chimpanzés, les gorilles et d'autres singes, sont nourris avec leurs aliments naturels, comme s'ils vivaient dans leur habitat naturel, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique ou ailleurs. Nous ne jetons pas des beignets à la gelée et des morceaux de pizza dans l'enclos des chimpanzés tous les jours. En fait, je suis même allé au zoo ici à Boston, au Franklin Park Zoo, et aussi au zoo de San Diego. J'ai demandé aux gens du zoo, pourquoi ne donnez-vous pas simplement une grande pizza aux animaux? Oh non, ce serait de la cruauté envers les animaux. Leur système digestif n'est pas conçu pour cela, et le nôtre non plus. Trop de gens sont en surpoids, nous avons des maladies chroniques, parce que nous ne sommes pas faits pour manger toute cette cochonnerie que nous consommons aujourd'hui. Notre technologie alimentaire s'est développée beaucoup trop rapidement par rapport à ce que nous pourrions supporter. Beaucoup plus rapidement que notre biologie. Pouvez-vous m'expliquer quel rôle joue l'exercice dans la prévention du cancer? Eh bien, l'exercice réduit le taux de sucre dans le sang et diminue également le glutamine. Les deux carburants qui alimentent le cancer. Eh bien, nous ne pouvons pas éliminer complètement le glutamine par l'exercice, mais mon défunt bon ami, George Cahill, a publié des travaux montrant comment l'exercice peut effectivement réduire la disponibilité du glutamine. Cela contribue donc déjà un peu. De plus, lorsque vous faites de l'exercice, vous brûlez des glucides et réduisez ainsi naturellement le taux de sucre dans le sang. En cétose, notre corps brûle des cétones et l'apport en oxygène par l'exercice maintient les mitochondries en excellente santé à leur niveau maximal d'efficacité énergétique. Donc, l'exercice est au top en termes de prévention. Et la construction musculaire? La construction musculaire est tout aussi importante que l'entraînement d'endurance. L'oxygène entre et vous brûlez des cétones, ce qui, comme je vous l'ai déjà dit, est un excellent carburant. Ton corps est donc en super bonne santé. Les corps de nos ancêtres, ces gens-là, étaient en pleine forme. Il n'y avait pas de surpoids dans ces tribus. Ils avaient un énorme dynamisme et ne mouraient de pas des choses qui nous tuent aujourd'hui. Ils mouraient de blessures et d'infections. Lorsque vous avez décrit ce changement progressif dans la cellule, alors que la cellule passe à un système de fermentation, cela semblait très graduel. Alors je me suis dit, d'accord, cela signifie-t-il que le cancer est un processus insidieux? Se développe-t-il en quelque sorte en moi? Ou non? En fonction des choix de vie que je fais et des facteurs environnementaux actuels? Ce que je veux savoir, le cancer commence-t-il lentement? Même des années avant de consulter un spécialiste? Oui, c'est un processus insidieux et il peut être influencé par des facteurs cancérigènes de notre environnement, comme le manque d'exercice. Nous ne bougeons pas autant que nos ancêtres de l'âge de pierre. C'est évident. Nous avons d'énormes quantités de glucides transformés dans notre alimentation. Nous avons beaucoup de stress émotionnel. Nous avons du stress mental, surtout émotionnel. Cela a un impact hormonal négatif sur notre biologie. Nous dormons trop peu. Beaucoup d'entre nous en souffrent parce que nous sommes constamment sous stress. Lorsque l'on combine tous ces facteurs de stress mentionnés chez une personne, on peut s'exposer à un risque accru de cancer, car tout cela endommage et réduit l'efficacité des mitochondries. Et en plus, avoir de la joie de vivre, des amitiés et ce genre de choses, cela réduit le stress de nombreuses façons différentes, permet aux gens de prendre plaisir à s'impliquer et à passer une belle journée au lieu de devenir dépressif. Quand on combine tout cela et qu'on adopte en plus une alimentation et un mode de vie approprié, on s'expose au risque de nuire à la respiration cellulaire normale et de passer de cette production d'énergie à l'énergie de fermentation. Ce que j'aimerais comprendre, est-ce une transition progressive? C'est une transition progressive. Cela prend de nombreuses années.
Combien de temps cela prend-il pour un côlon? Jusqu'à ce qu'un groupe de cellules dans une crypte du côlon passe d'une phase à l'autre? Ces cellules, cet organe sont constamment sous stress. Pourquoi attrapons-nous le cancer? L'un développe un cancer du côlon, un autre un cancer du sein, un autre encore un cancer de la vessie, et quelqu'un a une tumeur cérébrale. Toutes ces différentes sortes. Quoi qu'il se soit passé, le processus a conduit à une perturbation progressive de la phosphorylation oxydative, de la respiration oxydative, et à une transition progressive vers la fermentation, par exemple dans le cerveau. Les neurones tombent rarement malades du cancer. Mais les cellules gliales qui soutiennent les neurones sont la source d'origine du cancer du cerveau. On peut examiner différents types de cellules. Elles sont différemment vulnérables. Pourquoi? L'un attrape un cancer du poumon à cause du tabagisme, l'autre un cancer de la vessie à cause du tabagisme. Comment tout cela a-t-il commencé? Tout a commencé avec une population cellulaire dans l'un de ces organes qui a subi une interruption chronique. Pas soudaine, mais une interruption chronique de l'énergie oxydative, suivie d'une augmentation de cette énergie de fermentation. Il est donc absolument nécessaire d'étudier ce dysfonctionnement de nos mitochondries. Absolument. J'aimerais avoir une liste des choses qui causent cette dysfonction. D'accord, les agents cancérigènes. Substances cancérigènes. Oui, par exemple, comme l'amiante et de nombreuses autres substances chimiques dans l'environnement que l'on connaît. Il existe toute une liste de cancérigènes. Ils figurent sur les étiquettes de divers produits chimiques. Il est indiqué cancérigène, quelque chose de ce genre. Quelles sont les choses cancérigènes qui ne sont pas connues de tout le monde? Oh, par exemple, quelque chose comme les microplastiques. Ou par exemple, Les microplastiques ne sont-ils pas responsables du cancer du sein? Parce que quand je pense au cancer du sein, je pense toujours au déodorant et aux produits que nous appliquons sur notre peau. eh bien, voici un cas intéressant avec la poudre de talc. Comment la poudre de talc peut-elle causer un cancer de l'ovaire? Elle est absorbée par le tractus urogénital et forme un foyer dans une partie du tissu ovarien. Qu'est-ce qu'un foyer? Un locus, c'est-à-dire une accumulation de matière. Un foyer est une zone où, par exemple, des matériaux de talc s'accumuleraient, ce qui conduit à une zone enflammée dans le corps, et notre système immunitaire réagit et vérifie ce qui se passe. Notre système immunitaire est une machine de guérison et il reconnaît quelque chose qui n'est pas normal. Notre système immunitaire nettoierait normalement tout cela sans problème, mais les cytokines et les facteurs de croissance utilisés entraînent à long terme des dommages aux mitochondries, ce qui provoque la formation d'une tumeur. Donc, si je reçois de la poudre de talc, du sébum, des granulés ou quoi que ce soit d'autre, et que cela pénètre dans mon corps essaie alors de le décomposer, de l'éliminer. Et cela provoque une inflammation qui entraîne des dommages aux mitochondries dans les groupes de cellules à proximité de cette densité cellulaire. Et je dirais que c'est la même chose pour de nombreuses nanoparticules différentes. Oui, et les microplastiques en font maintenant aussi partie. Cela est actuellement étudié. Mais il y a aussi des cancérogènes chimiques, comme le tétrachlorure de carbone. Il existe toutes sortes d'autres substances qui peuvent causer des dommages, comme l'arsenic et ses produits chimiques. L'uréthane, tout ce qui peut endommager chroniquement une mitochondrie et la forcer au fil du temps à augmenter la production d'énergie par fermentation sans oxygène. Ne sont-ils pas partout? Comment puis-je m'en protéger au quotidien? Eh bien, c'est pourquoi on l'appelle le paradoxe oncogène. Mais on peut y échapper. C'est pourquoi je dis, si tu peux garder tes mitochondries en bonne santé, tu resteras en bonne santé. Et comment? Exercice et réduction de la consommation de glucides fortement transformés. Dois-je éviter les articles contenant des microplastiques? Le problème avec les microplastiques, c'est qu'ils se trouvent partout. Nous ne sommes pas vraiment sûrs de leur potentiel à causer le cancer. Nous commençons tout juste à faire des recherches. C'est maintenant un nouveau domaine de recherche. Ils peuvent provoquer de petites inflammations cellulaires dans différentes populations cellulaires. Mais il est très difficile de causer des dommages chroniques sérieux aux mitochondries. Les mitochondries sont des organelles cellulaires robustes. Le problème est que nous les traitons mal, de manière chronique, sans comprendre ce que nous devons faire pour les maintenir en bonne santé. Même si tu es exposé à des agents chimiques cancérigènes et à toutes les autres choses, si tu maintiens ton corps aussi sain que possible, tu peux retarder ou peut-être même prévenir les dommages. Les dommages aux mitochondries peuvent être réduits au minimum. C'est donc réellement entre tes mains. Tu peux réellement réduire le risque de cancer en pratiquant ce qui maintient les mitochondries en bonne santé, un entraînement intense, des repas moins fréquents ou un jeûne complet. Il est alors peu probable de développer un cancer de manière aiguë. Quand nous mettons des souris sous restriction calorique,
Il est très difficile de provoquer des tumeurs. Leur corps était tellement en bonne santé. Cela a été prouvé il y a de nombreuses années, dans des études où des souris ont été utilisées pour simuler le cancer du sein. Lorsqu'on les mettait au régime, la fréquence des tumeurs était beaucoup plus faible. Le cancer est donc bien évitable. Le cancer est une maladie très évitable. C'est juste que nous faisons tout avec notre alimentation et notre mode de vie pour déclencher le cancer. De nombreux instituts du cancer croient que le cancer est un problème génétique. Ils disent que ce n'est pas vrai. Vous voyez cela différemment? Les preuves sont claires. Je veux dire, il ne s'agit pas de ce que je crois, mais de ce que les données nous disent. Donc, selon la théorie des mutations somatiques du cancer, les mutations dans le noyau cellulaire conduisent à une prolifération cellulaire dysrégulée. La théorie des mutations traditionnelles. Selon ma théorie métabolique, il s'agit d'une transition des mitochondries de la respiration cellulaire normale à un métabolisme de fermentation à l'intérieur de la cellule. Les mutations sont en grande partie sans importance. Par là, je veux dire ceci. Lorsque les mitochondries deviennent défectueuses, elles émettent des ROS, espèces réactives de l'oxygène. Elles sont cancérigènes et mutagènes. Qu'est-ce que cela signifie? Elles provoquent des mutations. Beaucoup des mutations que nous voyons dans le noyau de la cellule tumorale, c'est le point principal de la théorie des mutations somatiques, sont des effets secondaires de la perturbation des mitochondries. Ainsi, le mitochondrie cause d'abord ses conséquences, ces mutations, qui selon la théorie des mutations somatiques, sont la cause de la croissance cellulaire non régulée. Cependant, j'ai étudié pourquoi cela ne peut pas être vrai. Il existe des cellules cancéreuses qui ne présentent aucune mutation. Personne ne connaît ce fait. Pourquoi personne n'en parle-t-il? Parce que cela remet en question la théorie. La théorie standard affirme que tous les types de cancers ont des mutations. Mais s'il existe certains types de cancers sans mutation, alors la théorie ne peut pas être vraie. Ensuite, les mutations elles-mêmes. Les gens qui croient en cette théorie disent alors « D'accord, la théorie n'est vraie qu'en partie. Toutes les mutations ne sont pas pathologiques et cancérigènes, seulement certaines. Ces quelques-unes ont une expression. On les appelle des mutations conductrices. Un joli terme. Et d'autres mutations sont appelées passagères. Elles ne provoquent rien. Les mutations conductrices causent la croissance cellulaire non régulée. Ces mutations conductrices devraient être la cause, n'est-ce pas? Voici quelques nouvelles découvertes de la littérature sur le cancer. Vraiment incroyables. Les chercheurs ont prélevé des tissus normaux de personnes provenant de différents organes, pas de patients, mais de personnes en bonne santé comme toi. Il s'est avéré que dans ces tissus sains, il y a aussi des mutations conductrices présentes. Par exemple, dans l'œsophage et dans différentes parties de ton corps. Tu as des mutations conductrices, mais tu n'as pas de cancer. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que ces mutations conductrices causent une croissance cellulaire dysrégulée, alors que nous avons des milliers de mutations conductrices qui ne causent pas de croissance cellulaire dysrégulée? D'accord? Voici un autre argument dévastateur contre l'opinion dominante selon laquelle le cancer serait déclenché par des mutations dans le noyau cellulaire. Si l'on prend le noyau d'une cellule tumorale, ici tu as une autre cellule normale dont tu retires le noyau, et tu insères le noyau de la cellule tumorale dans ce cytoplasme sain, on obtient alors une croissance normale, pas une croissance déréglée. Mais si j'ai une cellule saine, que j'en retire le noyau, puis que j'insère ce noyau dans un autre cytoplasme contenant des composants mitochondriaux défectueux, alors nous obtenons une croissance cellulaire déréglée. Cela a déjà été confirmé à de nombreuses reprises par des chercheurs. Donc, pour résumer, si l'on retire le noyau d'une cellule tumorale et qu'on l'insère dans une cellule normale et saine, tout va bien. Tout va bien. Mais si on prend le noyau d'une cellule saine et qu'on l'insère dans une cellule tumorale, on obtient une croissance tumorale. Donc, ce n'est pas à cause du noyau. Exactement. Un autre point supplémentaire, les mitochondries sont malades. Comme je l'ai dit, il existe des cellules cancéreuses sans mutation. Et il y a des mutations conductrices dans des cellules normales qui ne deviennent jamais cancéreuses. Quand on prend en compte toutes ces choses, il faut vraiment être un idéologue désespéré pour croire que le cancer est une maladie génétique. Cependant, l'hypothèse fondamentale est que le cancer serait une maladie génétique. Dans chaque manuel, il est dit que le cancer est une maladie génétique. Pourquoi alors la communauté scientifique n'a-t-elle pas changé d'avis, malgré les preuves qu'elle présente? Dans la science, ce genre de choses est très difficile. Ce genre de changement ne se fait généralement pas de manière graduelle. Lorsqu'une théorie en remplace une autre, on appelle cela plutôt un changement de paradigme. Et dans toute l'histoire des sciences, de tels changements de paradigme ont été réalisés avec une très grande résistance. L'exemple le plus clair est le tournant copernicien, lorsque pendant plus de 1800 ans, tous les astronomes se sont trompés.
Les premiers astronomes pensaient que la Terre était immobile au centre du système solaire. Pendant 1800 ans, c'était Claudius, Ptolémée, Aristote, la Bible et de nombreuses autres sources. La Terre est immobile et le Soleil, la Lune et les planètes tournent tous autour de la Terre. Pendant 1800 ans, Copernic travaillait avec ses formules mathématiques. Mais les formules ne fonctionnaient jamais correctement. Il se demanda alors, que se passerait-il si nous mettions le Soleil au centre du système solaire et considérions la Terre simplement comme une planète qui tourne autour de lui? Soudain, les chiffres avaient du sens. Et Giordano Bruno, un théologien, a été exécuté parce qu'il a suggéré que Copernic avait raison. À l'époque, il y avait une énorme résistance de la part de l'Église catholique romaine. Et exactement la même chose s'est produite lorsque Louis Pasteur a dit que ce sont les germes, et non pas le mauvais air, qui sont la cause des maladies. Et lorsque la théorie de l'évolution de Darwin et Wallace a affirmé que nous n'étions pas une création spéciale, c'est la sélection naturelle qui peut expliquer l'homme. Ce furent des changements de paradigme énormes dans l'histoire de la science. Ce que nous voyons aujourd'hui est exactement la même chose. Les mitochondries sont au centre du problème du cancer, pas le noyau cellulaire. Les mitochondries. Le cancer est une maladie métabolique mitochondriale. Et dès que l'on reconnaît cela, nous réduirons drastiquement les taux de mortalité. Dans très peu d'années, c'est certain. Donc, si nous considérons les voies du carburant et reconnaissons que les mitochondries sont le centre du dysfonctionnement et finalement de la maladie dans la cellule, quel impact pensez-vous que cela aura sur le taux de mortalité dans les années à venir? Il va baisser drastiquement. Je ne prétends pas que nous allons éliminer le cancer. Nous ne nous en débarrasserons peut-être jamais complètement, mais nous pouvons apprendre à vivre avec. Si nous reconnaissons qu'il ne peut pas survivre sans ces deux carburants, et que l'on adopte un régime alimentaire et un mode de vie qui limite la disponibilité de ces deux carburants, tout en mettant l'accent sur la santé des mitochondries. Et si nous ne faisons pas cela, que se passe-t-il alors? Alors le statu quo sera maintenu et une personne sur deux développera un cancer. Les statistiques ne changeront pas beaucoup. Pensez-vous que tout cela est intentionnel? Car lorsque nous parlons de telles choses, de Big Pharma et de leurs incitations financières, pensez-vous que les décideurs ne veulent pas de changement? Selon vous, ces points de vue conspirationnistes sont-ils corrects? Conspiration? Je ne sais pas. Je n'aime pas le terme conspiration. C'est absurde. Je préfère que nous nous concentrions sur les faits qui sont devant nous. Mais voyez-vous une attitude défensive de la part de Big Pharma ou de l'industrie alimentaire? Oui, il est vrai que ces secteurs pourraient avoir un intérêt à ce que tout reste comme avant. Certaines industries gagnent beaucoup d'argent avec le cancer, par exemple les hôpitaux, ou le sujet des subventions. Nous recevons 7 milliards de dollars par an pour la recherche sur le cancer, de la part du National Cancer Institute, qui attribue presque toutes les subventions pour rechercher des mutations génétiques et toutes ces choses. Nous développons des médicaments extrêmement coûteux, basés sur la théorie de la mutation somatique du cancer, qui ne réduisent pas vraiment le taux de mortalité. Comme je l'ai dit, pendant que nous parlons ici, 140 personnes mourront du cancer. 1700 personnes par jour. Cela ne fait qu'empirer. Il y a constamment des événements caritatifs pour collecter davantage de fonds pour la recherche. Où va tout cet argent? Qu'en font-ils? Aucune responsabilité. Et quand on voit le comité consultatif scientifique de ces organisations, ils croient tous que le cancer est une maladie génétique. Recherche inutile. Il est trop difficile pour le domaine d'accepter une autre théorie. Ce serait trop traumatisant, pour la recherche sur le cancer, de reconnaître ma théorie. Ce serait trop perturbateur pour cette immense industrie. Ils vont progressivement s'adapter à cette nouvelle théorie. Ce n'est qu'une question de temps, car nous ne pouvons pas continuer sur cette voie. C'est immoral ce que nous faisons aux patients. Selon une statistique, la fréquence de contracter un cancer dès l'âge de 40 ou 50 ans a augmenté d'environ 80% depuis 1990 jusqu'à 2019. C'était dans le BMJ Oncology. Le cancer à début précoce concerne essentiellement les patients de moins de 50 ans. Et quand j'y pense, je vis en Angleterre. Lors de presque chaque course de bienfaisance, course caritative ou marathon, l'argent va à la recherche sur le cancer. Il est donc clair que ces dernières décennies, une quantité incroyable d'argent a été investie dans la recherche sur le cancer. Mais néanmoins, pendant la même période, il y a eu une augmentation de 80% des cas de cancer chez les jeunes. Je me dis alors, comment est-ce possible? Cette recherche ne semble pas particulièrement efficace. Comme mentionné précédemment, les gens ne se demandent jamais
À quoi servent ces dons? Quel type de recherche? Que font-ils exactement? Quel genre de recherche est-ce? La science qui est menée est erronée. Certes, de grandes choses ont déjà été accomplies pour maintenir en vie les personnes atteintes de cancer. Car si l'on pense à la probabilité de mourir d'un cancer, celle-ci a apparemment diminué. Dans une certaine mesure, c'est le cas. Il y a deux définitions à ce sujet. On parle de survie sans progression et de survie globale. Ce sont les termes utilisés dans la recherche clinique sur le cancer. Ils sont liés à l'approbation des médicaments par les autorités, la FDA, lorsqu'un médicament améliore la survie sans progression. Sans progression signifie qu'il semble que le médicament agit sur la tumeur. C'est ainsi, la tumeur, on peut la voir, elle devient de plus en plus grande et de plus en plus mortelle. Et quand je vois qu'elle ne grandit presque plus, je dis « Waouh, regarde, ça ralentit ». Donc, nous avons influencé la progression traditionnelle, d'accord? C'est ce qu'on appelle la survie sans progression. Et puis il y a la survie globale. Donc, il y a deux façons d'approuver des médicaments, principalement pour le cancer, n'est-ce pas? Comment cela affecte-t-il la survie sans progression? Et comment cela affecte-t-il la survie globale? Mais la FDA a cessé de considérer la survie globale. Les études ne portent plus que sur la survie sans progression, sur le contrôle de la tumeur. Mais les patients ne vivent que quelques mois de plus qu'ils ne l'auraient fait sans ce médicament. C'est uniquement pour cette raison qu'il est finalement approuvé. Et cela, contrairement à la survie globale. Tu sais, tu ne vis que 2 mois et demi de plus. La tumeur semblait être assez bien contrôlée, mais ta survie globale est seulement un peu plus longue. Mais comme les taux de croissance ont diminué, ce médicament est approuvé. Beaucoup des nouveaux médicaments que nous administrons obtiennent de bons résultats en termes de survie sans progression, mais sont terribles pour prolonger significativement la survie. Mais c'est là le point crucial. Exemple, Avastin, bevacizumab. C'est un médicament immoral qui ne devrait jamais être utilisé sur des humains. Il a été interdit parce qu'il provoquait des perforations intestinales chez les femmes atteintes de cancer du sein. Ils l'utilisent encore pour les tumeurs cérébrales. Nous pouvons désormais bien identifier les tumeurs cérébrales, les glioblastomes, grâce aux images PET de glucose, pas avec de simples scans PET ou l'IRM. Donc la tumeur est visible de nos jours, d'accord? Tu peux la voir. Maintenant, nous donnons Avastin aux patients atteints de cancer. C'est ce médicament anti-angiogénique. Avastin est censé restreindre les vaisseaux sanguins anormaux, n'est-ce pas? Ils pensent que les vaisseaux sanguins angiogéniques alimentent le cancer. En réalité, c'est la fermentation qui alimente la croissance du cancer. Donc, nous administrons ce médicament. Que se passe-t-il? La tumeur disparaît, cesse de croître. Excellent résultat. Waouh! Le patient est tout excité. Le médecin regarde les images et dit « Regarde ça, ça fonctionne super bien. On dirait que ça s'améliore. » Ce que le médicament fait réellement, c'est que les tumeurs envahissent tout le cerveau. Une propagation à travers tout ton cerveau. Tu ne vis pas plus longtemps à cause de cela, mais tu as eu cet intervalle sans progression. Néanmoins, le patient est brièvement content, car il semble que la tumeur disparaisse avec ce médicament très coûteux. Mais ce qu'il fait réellement, c'est qu'il garantit presque que ce patient ne survivra pas. Pourquoi? Parce que les cellules tumorales sont dispersées dans tout le cerveau. C'est pourquoi le médicament est immoral pour moi. Mais la chimiothérapie et la radiothérapie sont déjà efficaces pour maintenir en vie des personnes qui mourraient autrement. Pour certains types de cancers, cela peut être le cas. C'est un autre point que nous devons aborder. Je travaille principalement sur les tumeurs cérébrales et les glioblastomes et des choses similaires. Lorsque vous irradiez le cerveau de quelqu'un qui a une tumeur, vous libérez d'énormes quantités de glucose et de glutamine dans le micro-environnement. Et quand vous regardez la courbe de survie pour le GBM dans le monde entier, c'est un choc. Les résultats de tous les articles sur le GBM arrivent presque toujours au même résultat exact. Des résultats d'études aussi cohérents sont rares. Tout le monde meurt, presque 100%, à cause de la disponibilité du carburant. On peut citer le corps médical ainsi. Bien sûr, nous faisons de la chimio puis une opération, ensuite du témozolamide, des stéroïdes, et ensuite on irradie bien. Résultat, tout le monde meurt, presque 100%. Certes, pas tous. Néanmoins, le taux de survie à 5 ans est très, très bas. Et le taux à 10 ans est presque nul. Mais qu'en est-il du cancer du sein? Si le patient a une tumeur qui est exactement délimitée, que le cancer ne s'est pas encore propagé, on peut effectivement guérir le patient avec une irradiation ou une intervention chirurgicale. Mais si l'on a une quelconque forme de métastase, alors les opérations n'aident plus beaucoup. De plus, si l'on avale un poison puissant comme la doxorubicine, que l'on appelle aussi le diable rouge Red Devil, l'urine devient rouge. Tout devient rouge.
Une thérapie géniale, n'est-ce pas? C'est une chimiothérapie pour tuer un petit groupe de cellules spécifiques, une petite propagation, mais les cheveux tombent. Tout cela est du poison pur. Et parmi les millions de patients qui ont survécu au traitement standard, il y a aussi des centaines de milliers qui souffrent des effets secondaires du traitement, de l'empoisonnement, de l'irradiation ou de la mutilation chirurgicale. Beaucoup d'entre eux doivent complètement réorganiser leur vie et souvent le cancer revient ou ils meurent de maladies cardiovasculaires ou des effets secondaires de ce traitement brutal. Personnellement, j'appelle ces méthodes médiévales. Nous sommes au XXIe siècle. Ce que nous faisons aux patients atteints de cancer est irresponsable. En revanche, si nous appliquons une thérapie métabolique, nous réduisons réellement la tumeur. Plus tard, le chirurgien peut intervenir et constate souvent que la tumeur est plus petite grâce à la thérapie et il peut retirer plus de tissus pathologiques. Après l'opération réussie, nous passons ensuite à une approche pour la prévention d'un autre cancer. La thérapie métabolique peut être utilisée non seulement pour la prévention du cancer, mais aussi pour le traitement du cancer. Bien sûr, la plupart des gens préféreraient de loin prévenir le cancer plutôt que de se faire traiter, mais avec le traitement standard, on peut oublier cela. C'est trop toxique. Personne ne demande « Bonjour, j'aimerais recevoir du doxorubicine super toxique et des radiations pour empêcher le patient d'avoir un cancer. » Ce scénario est bien sûr absurde. Mais avec notre méthode, c'est possible. La thérapie métabolique peut être utilisée à la fois pour la prévention et le traitement. Très bien. Dans le traitement aigu, nous inhibons la glutamine avec des médicaments spécifiques. Intéressant. Concernant le taux de survie à 5 ans que vous avez mentionné précédemment, il existe de bonnes statistiques à ce sujet pour de nombreux types de cancers différents. Et il semble effectivement que les taux de survie pour de nombreux types de cancers, du cancer du sein au cancer de la prostate, du cancer du poumon, à la leucémie et divers mélanomes, se sont améliorés depuis les années 1970. Ainsi, des années 70 aux années 90, jusqu'aux années 2010, le taux de survie s'est amélioré, ce qui est probablement dû à la recherche. Mais ce qui vous préoccupe davantage, c'est que le traitement lui-même et ses effets secondaires sont horribles, n'est-ce pas? C'est vrai. Et les taux de survie ne sont pas vraiment plus élevés. Ce n'est pas comme si nous avions atteint des durées de survie plus longues. Eh bien, je ne peux pas affirmer que ces statistiques sont correctes, car nous avons affaire à l'IA ici. Mais pour le cancer du sein, il y a une différence de 5% entre les années 1990 et 2010. En ce qui concerne la survie globale, pour être clair, cela signifie en réalité que le patient vit peut-être 3 mois de plus. Cela n'est pas mentionné ici. Ce sont des faits. Je connais les études pertinentes sur ce sujet. Alors, comment pouvons-nous l'empêcher? Comment empêchons-nous le cancer alors? J'ai 32 ans. Je veux m'assurer que mon mode de vie est conçu pour minimiser mon risque de cancer. Ce qui me préoccupe, c'est que beaucoup de personnes atteintes de cancer de la prostate ou d'autres types de cancers, semblent en bonne santé auparavant. Oui, au début, c'est toujours comme ça. Souvent, les gens m'écrivent « Incroyable, on m'a diagnostiqué un cancer. Je n'aurais jamais pensé à ça, je me sens bien. » Puis, ils sont traités, et soudain, ils ont l'air de la mort. J'aimerais juste savoir comment des personnes en bonne santé peuvent soudainement avoir un cancer. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, l'évolution du cancer s'aggrave généralement chez les plus jeunes. Je reçois de plus en plus d'emails de jeunes dans la fin de la vingtaine, la trentaine, le début de la quarantaine, des cas de cancer du côlon, de cancer du sein, et ainsi de suite. Mais regarde notre mode de vie et notre alimentation d'aujourd'hui. Des choses dont je parlais auparavant, manque d'exercice, stress, mauvais sommeil, alimentation malsaine, tout cela affecte la santé de nos mitochondries. Que devons-nous faire En être conscient, pour changer notre comportement? changer de mode de vie. Je ne suis certainement pas ici pour bannir les donuts ou les céréales du petit déjeuner du supermarché. J'adore ces trucs moi-même. Mais la différence est, je n'en mange pas tous les jours, parce que je sais que si je le faisais, cela me tuerait. Sauter des repas est une bonne stratégie. Jeûne hydrique occasionnel. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour garder les mitochondries en bonne santé. D'accord. Pourriez-vous les énumérer à nouveau? L'exercice est le numéro 1. Tu as l'air en forme et en bonne santé. Tu n'as pas non plus de surpoids. Ce serait assez bien d'éviter le surpoids à long terme. Je vais y faire attention. Les gens aux États-Unis sont déjà assez gros. Et nous avons aussi énormément de cas de cancer. Mais cela se répand dans le monde entier. En Chine, il y a le plus de personnes obèses, 200 millions. Le régime cétogène serait-il une bonne prévention? Eh bien, parlons brièvement du GKI.
Nous avons développé le calculateur de l'indice glucose-cétone au Boston College, mes étudiants et moi, car nous avons essayé de travailler indépendamment avec la glycémie et les cétones des patients atteints de cancer. Nous avions un appareil de mesure des cétones et un glucomètre. Donc nous avons surveillé les cétones et la glycémie séparément. Nous travaillions avec une patiente très gentille d'Amérique qui était originaire de France. Malheureusement, elle est décédée depuis d'une tumeur du tronc cérébral. Tout cela était très difficile. Nous avons pu la maintenir en vie très longtemps, mais finalement, nous ne savions pas à l'époque ce que nous savons aujourd'hui. Donc, elle s'est disputée avec son voisin à propos d'une place de parking pour handicapés. Ensuite, sa glycémie a grimpé en flèche. Elle a couru à l'étage pour mesurer sa glycémie et elle a dit « Oh mon Dieu, la tumeur va grandir ». J'ai demandé « Comment sont les cétones ?» Elles sont toujours à 2,5 millimoles. C'est assez élevé. Normalement, elles sont basses, quand le glucose est élevé. Alors nous avons dit, les deux valeurs prises séparément déforment la situation pour le patient. Formulons plutôt un seul chiffre. Nous divisons simplement la concentration de glucose dans le sang par les cétones, les deux en millimoles. Cela nous donne un chiffre beaucoup plus stable. Avec cela, le patient peut travailler beaucoup mieux, surtout parce qu'il sait, si je maintiens cette valeur à 2,0 ou en dessous, mes cellules tumorales croissent nettement plus lentement. Le GKI est désormais inclus dans de nombreuses études. Tu pourrais également le mesurer chez toi comme mesure préventive. En gros, nous mesurons ici le statut métabolique pour voir si nous nous trouvons dans la zone paléolithique. Un collègue chercheur à moi, le docteur D'Agostino, est par exemple toujours autour de 2. En quelque sorte un homme de l'âge de pierre dans la modernité d'aujourd'hui. Que voulez-vous dire exactement par là? Nos ancêtres maintenaient également leur métabolisme dans cette zone. Le glucose et les cétones sont donc dans une zone préventive. Nous avions ce type de situation métabolique lorsque nous chassions les mammouths et les buffles, lorsque nous étions encore chasseurs-cueilleurs. Cela a été notre existence en tant qu'espèce pendant des dizaines de milliers d'années, et le docteur D'Agostino se trouve aujourd'hui aussi dans cette zone. Est-il constamment en cétose? Oui, cela signifie un faible GKI. Les cétones sont très élevées. Dans son alimentation, les glucides sont très limités. Il mange des légumes à feuilles, beaucoup de viande et de graisses animales, des fruits très rarement, comme le pamplemousse. Nous apprenons de la recherche sur l'épilepsie que le pamplemousse fournit une énorme quantité de vitamine C et ne fait pas monter la glycémie. C'est très intéressant. Donc on peut manger certains fruits qui nous maintiennent dans cette zone métabolique. La zone paléolithique, ce qui correspond à l'alimentation qui serait naturelle pour nous. À cette époque, il n'y avait pas de cancer. Mais votre idée ne devrait pas nécessairement être confondue avec le régime paléo. Il s'agit de régimes pauvres en glucides, comme le régime méditerranéen. Les gens me demandent constamment « Que dois-je manger? Devrais-je manger ceci ou cela ?» On devrait manger des aliments à faible indice glycémique, ce qui influence la fluctuation du taux de glucose. Une banane a un indice glycémique élevé. Avec une banane, le taux de sucre dans le sang augmente immédiatement. C'est le cas pour beaucoup de fruits. On devrait manger des aliments qui maintiennent le GKI constamment bas, peu de sucre. J'ai initialement développé cette valeur mathématique, uniquement pour les patients atteints de cancer du cerveau. Puis, il a été constaté qu'elle fonctionne pour tous les types de cancers. Avec la thérapie métabolique, nous amenons les patients à un niveau bas de GKI de 2 ou moins. Ensuite, nous utilisons des médicaments inhibiteurs de la glutamine pour éliminer ou inactiver les tumeurs. Mais maintenant, des jeunes comme toi, dans la vingtaine, la trentaine, me demandent soudainement « Qu'est-ce que le GKI ?» Certains d'entre eux mesurent donc maintenant leur valeur, même s'ils n'ont pas de cancer. Ils veulent juste atteindre cette zone paléolithique. Et cela peut prévenir le cancer, car on ne peut pas avoir de cancer si on a des mitochondries saines. Nos ancêtres avaient à peine de cancer. Cela signifie que les gens font des expériences. Que se passe-t-il avec mon GKI si je mange ceci ou cela? Est-ce qu'il augmente? On l'élimine. Vous avez également publié un article sur le cancer chez les chiens. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet? Eh bien, une propriétaire de chien est venue me voir. Elle n'était pas scientifique. On n'a donc pas besoin d'un doctorat en biochimie pour comprendre certaines de ces choses. Elle n'avait rien à voir professionnellement avec la nutrition ou le métabolisme. Mais elle avait simplement entendu parler de ce que nous avions fait avec les souris. Et elle a appliqué la même chose à son chien. Sa chienne âgée de 7 ans avait une grosse tumeur à mastocytes sur la lèvre. Elle a donc regardé beaucoup de mes vidéos YouTube. Elle m'a ensuite écrit un message. Elle a dit « J'ai acheté du poulet cru ». Elle a dit que les loups mangent aussi de la viande crue, après tout. Alors elle a acheté du poulet et l'a coupé en petits morceaux.
Elle a réduit l'apport calorique. Elle a utilisé un calculateur de nourriture pour chien pour déterminer combien de calories le chien avait besoin. Et elle a réduit l'apport calorique. Le chien a perdu seulement 5% de son poids corporel. Elle le nourrissait aussi avec de l'huile de poisson spéciale, des œufs crus. Et bien sûr, elle a éliminé tous les glucides. Pour les chiens, c'est une alimentation tout à fait normale. Puis, j'ai soudainement reçu ces photos, ou plutôt des photos de preuve, montrant à quel point le régime keto fonctionnait bien. La tumeur rétrécissait rapidement. Le vétérinaire lui avait dit auparavant, si votre chien doit survivre, vous devez lui faire subir une chimiothérapie, une radiothérapie et encore une opération. Cela va coûter une fortune. De plus, le chien va beaucoup souffrir. La propriétaire a poliment refusé. Elle a préféré essayer notre méthode et elle a gardé tous les enregistrements, ce qu'elle a fait, combien elle a donné au chien, tous les détails. Donc, j'ai pu obtenir toutes ces informations d'elle. J'ai inclus mon ami Lauren Nations dans l'article car elle est vétérinaire. Qui croirait un biologiste quand il s'agit de traiter le cancer chez un chien? Nous devions avoir un vétérinaire pour confirmer cela. Les images montrent exactement ce qui est arrivé à la tumeur. Elle a simplement disparu, en quelques mois. Le chien est finalement mort d'une maladie cardiaque à l'âge de 15 ans. En général, nous ne pouvons jamais prétendre avoir guéri le cancer, car nous ne savons pas si et combien de cellules cancéreuses sont encore présentes dans le système. Nous pouvons tout au plus parler de gestion. Mais pour ce chien, je parlerai exceptionnellement de guérison, car il est mort clairement de vieillesse à un âge très avancé. Un autre cas où le patient a survécu des années après son diagnostic était Pablo Kelly, tumeur cérébrale. Il est mort seulement à cause d'une hémorragie cérébrale aiguë sévère après sa dernière opération. Il venait de Devon, en Angleterre. Tu connais cet endroit par hasard? C'est de là que je viens. Vraiment? Du Devon? Oh wow. Eh bien, Pablo venait de là. Il est malheureusement décédé récemment. Pablo était en tout cas un patient atteint de cancer avec une tumeur cérébrale. Le type de cancer le plus mortel, incurable. C'est du moins ce que les médecins lui ont dit. Cependant, il a refusé le traitement standard. Cela lui a valu beaucoup de gros titres. Au lieu de cela, il a suivi un régime cétogène et a fait opérer son glioblastome. Cancer du cerveau? Oui, du cerveau. Le GBM, glioblastome, est la forme la plus grave de cancer du cerveau. Auparavant, il lui avait dit qu'il était inopérable. Mais si tu fais de la radiothérapie et de la chimiothérapie, tu pourrais peut-être vivre 9, au maximum 12 mois de plus. Eh bien, Pablo Kelly venait d'une famille qui rejetait strictement ce type de médecine. C'était plutôt des personnes orientées vers une approche holistique. Alors, il m'a envoyé un email. C'était en 2014. Et il a dit « Je veux essayer cette méthode métabolique. » Donc, il a refusé la chimio et la radiothérapie. Les médecins lui ont également dit que l'ablation de sa tumeur était impossible. Puis il a commencé le régime cétogène. Je lui ai donné les informations que j'envoie à tout le monde. Comparé à l'époque, la méthode est aujourd'hui beaucoup plus sophistiquée et efficace. Je me disais juste, je ne pense pas qu'il y arrivera. Les médecins affirmaient toujours qu'il allait mourir. Le pressèrent de commencer enfin la radiothérapie. Il était en fait déjà à la clinique et s'est désisté à la dernière minute. Il a dit « Je ne peux pas supporter ces bêtises ». Donc, il n'a pris ni stéroïdes, ni radiothérapie. Il n'a pas reçu de chimiothérapie. Il a seulement suivi la thérapie métabolique. Il est même passé à la télévision pour cela. Il voulait en savoir plus sur son régime paléo, ce qui n'était pas le cas. Il mangeait beaucoup d'avocats, en plus de l'huile de poisson, des graisses saines. 2 ou 3 ans passent. Il m'écrit un email. J'ai dit « Oui, mon vieux Pablo, je pensais que tu étais mort depuis longtemps. Toujours en vie? Qu'est-ce qui se passe? » Au téléphone, docteur Seyfried. J'étais au scanner. Les médecins étaient assez surpris qu'il soit encore en vie. Ils lui ont dit que la tumeur est toujours là et qu'elle grandit. Mais maintenant, ils pensent qu'ils peuvent l'enlever. Donc, il a suivi une approche métabolique pendant 3 ans. Il n'a pas pris d'inhibiteur de glutamine, ce qui est vraiment remarquable. Quoi qu'il en soit, il m'a demandé mon avis. J'ai un radiologue parmi mes amis. Comparé à 2014, la tumeur avait un peu grossi. Mais maintenant, le chirurgien était d'un autre avis. Il a dit « Je crois que je peux enlever la tumeur. » Les limites sont plus faciles à reconnaître. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, il est devenu résécable. Donc, il a enlevé le cancer et Pablo s'est vraiment bien rétabli. Et le chirurgien a dit « Je crois que j'ai vraiment tout enlevé. » Pablo mesurait son indice glucose-cétone avec l'un de ses appareils Keto Mojo, quotidiennement, parfois même 2 ou 3 fois. Nous avons donc obtenu 5 ans de données.
de sa part, directement du patient. Scientifiquement unique. Mais quoi qu'il en soit, Pablo pensait qu'il était guéri et retombe dans ses anciennes mauvaises habitudes alimentaires. Cela se voit dans ses valeurs GKI. Que s'est-il passé? La tumeur redevient soudainement visible. Cela lui a causé une grande frayeur. Il revient à un régime plus strict. 3 autres années passent. Et cette fois, la tumeur croît lentement, très lentement. N'oublie pas, le cancer du cerveau tue généralement très rapidement. Avec le traitement standard, on y arrive à peine à son âge. Si on atteint 2 ans, c'est déjà vraiment bien. Maintenant, ce sont encore 3 ans de plus et il a réussi à atteindre 6 ans au total. Il a dit que le cancer continue de croître plus lentement. Encore une opération. Une deuxième opération de réduction de masse. La première avait été réussie. La deuxième a également été réussie. Et maintenant, actuellement, la troisième réduction de masse. Réduction de masse? Réduction de masse signifie couper la tumeur. C'est l'ablation chirurgicale de la tumeur. Mais il n'a jamais reçu de radiothérapie ou de chimiothérapie, ni aucun des traitements dits standards. Ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai parlé. Avec lui, il y a seulement quelques semaines, avec Pablo. Il allait à merveille, vraiment bien. Il venait de subir la 3e ablation. Et nous avons ri. Moi, le docteur Doria et mes collègues. Pablo était de bonne humeur. Docteur Seyfried, vraiment génial. J'ai maintenant 3 opérations sur une tumeur auparavant jugée inopérable. Ha ha ha. Là, les médecins se sont complètement trompés grâce à leur thérapie. Ils voulaient constamment l'irradier, suivre le programme standard. Il a bien sûr refusé, disant qu'il continuerait avec le régime cétogène. Au total, il a survécu 10 ans. Sa tumeur a été diagnostiquée en août 2014 et il est décédé en août 2024. Ils ont essayé de retirer le dernier morceau de la tumeur de son cerveau. Il est sorti, nous parlions encore avec lui. Il a levé les pouces en souriant. 6 heures plus tard, il a eu une hémorragie cérébrale, soudaine, qui l'a tué. Donc, il n'est pas mort du cancer. Il est mort d'un problème chirurgical lors de l'opération. Quand on parle ici de survivants à long terme, on survit rarement 2 ans avec un glioblastome. Le fait qu'il ait survécu 10 ans est déjà légendaire. Et s'il n'avait pas subi cette dernière opération, l'homme serait encore en vie. Ce patient avait initialement un diagnostic terminal. J'ai dit, Pablo, tu pourrais me survivre, car d'une certaine manière, nous sommes tous incurables, n'est-ce pas? Aucun de nous ne vivra éternellement. Un jeune gars, il avait 22 ans lorsqu'il a reçu le diagnostic. Quand il est mort, il avait 32 ans. 10 ans, toujours très jeune. Et j'ai dit, tu sais, je pourrais mourir avant toi. Et nous avons ri. Nous avons passé un bon moment, et puis je reçois un email de sa femme. Elle a dit que Pablo avait des complications. Une hémorragie cérébrale. J'ai dit, que diable s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à ce pauvre gars? Et ce n'était pas le cancer. Donc je ne sais pas combien de temps il aurait encore vécu, combien d'années de plus. Mais ce que je veux dire, ce cas prouve que nous avons raison. Si j'avais un médicament avec l'effet de la thérapie métabolique, nous pourrions aider tant de patients. Tant de gens survivraient beaucoup plus longtemps. Quand vous dites thérapie métabolique, vous parlez de la combinaison de cétogène et de réduction calorique, n'est-ce pas? Oui. Tout d'abord, tu évites les choses qui te tueront. La radiothérapie tuera beaucoup de gens. Pas tous, mais presque. Les autres experts veulent bien se disputer avec moi là-dessus, mais désolé. Les statistiques de JBM sont claires. Tout le monde y passe. Pourtant, ils veulent convaincre tout le monde de le faire. Qu'a-t-il fait concrètement? D'abord, il a refusé la radiothérapie et la chimio. Et il a abaissé son GKI à un niveau inférieur à 2 et l'a maintenu bas. Il a pris quelques compléments alimentaires et quelques autres choses. Mais il n'a pas vraiment ciblé la glutamine comme nous le recommanderions aujourd'hui. Nous avons découvert entre-temps que les médicaments antiparasitaires inhibent également la glutamine de manière indirecte. Ces médicaments sont très sûrs. On n'a pas besoin de souffrir et de tomber malade à cause des poisons de la chimio. Malheureusement, la plupart des oncologues sont totalement ignorants en ce qui concerne le régime cétogène. Ils n'ont jamais entendu parler de la recherche métabolique. Mais maintenant, les gens vont espérer le comprendre, grâce à cette vidéo. Beaucoup de gens qui ont actuellement un cancer verront cette vidéo. Ils parlent avec leur médecin. Mais leur médecin dira toujours chimiothérapie, radiothérapie, et ainsi de suite. Quoi d'autre? Que le glucose n'a rien à voir avec le cancer. L'alimentation n'aurait pas d'importance. Oui. Et que dites-vous aux personnes qui viennent de recevoir un diagnostic de cancer, dont les médecins disent « Écoutez, c'est très sérieux. Nous vous recommandons de faire de la chimiothérapie. Vous ne dites pas qu'ils ne devraient pas faire de chimio, n'est-ce pas? Je ne vous dis pas cela. Mais il est objectivement vrai que la chimio fonctionne mieux.
avec l'acétose qu'elle ne le fait sans, avec un GKI de moins de 2. Mes collègues, avec qui nous travaillons en Turquie, ont pu montrer que cela fonctionne encore plus efficacement, que les chimiothérapies peuvent être encore plus thérapeutiquement efficaces, à des doses plus faibles, lorsque l'on est en cétose. Il n'est donc pas nécessaire de renoncer aux méthodes actuelles. Je parle actuellement uniquement de la radiothérapie pour les tumeurs cérébrales. Je ne parle pas de la radiothérapie pour le cancer du poumon ou quelque chose de ce genre. Car si l'on peut faire rétrécir ces tumeurs, les rendre très faibles et vulnérables, alors une opération, une radiothérapie ou une chimiothérapie à faible dose promettent de bonnes chances de guérison. Je pense à une bonne amie à moi, à qui on a diagnostiqué une tumeur cérébrale. Assez grave. Vous savez, c'est une femme dans la quarantaine ou la cinquantaine. J'essaie de la garder aussi anonyme que possible. Qui est simplement la personne la plus en forme et la plus sportive que je connaisse. Elle se nourrit incroyablement bien, s'entraîne jour après jour. Et je me demande, pourquoi? Comment est-il possible que quelqu'un, dont je dirais probablement qu'il est plus en forme que moi, ait soudainement une tumeur cérébrale grave et incurable? Eh bien, cette tumeur n'est pas nécessairement mortelle. Cela dépend du type de tumeur. Est-ce un glioblastome, un oligodendrogliome? Vous savez, un PNAT. Il existe de nombreux types de tumeurs différents. Eh bien, on sait qu'il ne grossit pas actuellement, mais il est grand et se trouve dans le cerveau, et doit être enlevé par une opération. Si c'est possible, d'accord. Ce que nous avons souvent observé avec les tumeurs cérébrales, c'est que la thérapie métabolique les fait rétrécir. C'est ce que m'ont dit des chirurgiens. On peut le réduire. Surtout s'il croît d'abord de manière agressive, au moins limiter la croissance et mieux contrôler l'invasion. Si on peut le réduire de manière à ce qu'il soit plus clairement délimité, le chirurgien peut l'examiner et dire « Maintenant, c'est bon. Il y a ici beaucoup de nouvelles publications scientifiques. » Plus on peut enlever ce qu'on appelle la réduction tumorale ou le debulking, plus le patient vivra longtemps. Les preuves à cet égard sont des plus claires. Mais avec beaucoup de ces tumeurs cérébrales, on n'arrive tout simplement pas à tout enlever. Il reste toujours quelques cellules invasives. Lorsque l'on irradie, on augmente énormément la capacité de la cellule cancéreuse à obtenir de l'énergie par fermentation. Ainsi, on ne peut presque plus les tuer. Mais si on peut enlever la majeure partie et ensuite mettre le patient dans un état métabolique où le cancer reçoit à peine du carburant, on peut rester en bonne santé. Comme Pablo. Parlons brièvement de vos autres expériences sur les souris. Lorsque le régime cétogène a été combiné avec une thérapie à l'oxygène hyperbare, la survie a augmenté de 80%. Oui, parfois même plus. D'accord. Alors pourquoi faisons-nous une thérapie à l'oxygène? C'est la question. Que se passe-t-il avec la thérapie à l'oxygène sous pression? Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle? Elle fonctionne le mieux lorsque le patient ou la souris est en profonde cétose avec un GKI super bas, d'accord? Alors regarde, nous avons une tumeur. Nous irradions cette tumeur. Comment le rayonnement tue-t-il les cellules tumorales? Elles rencontrent de l'oxygène, explosent et génèrent des espèces réactives de l'oxygène, les ROS. Et c'est comme marcher sur une mine terrestre. Elle fait exploser la tumeur, n'est-ce pas? Les cellules cancéreuses se protègent elles-mêmes, bien qu'elles produisent beaucoup de ROS. Elles sont déjà presque en train de mourir, mais elles disposent d'un système antioxydant très puissant. Et de manière intéressante, elles se protègent aussi grâce au glucose et à la glutamine. Jusqu'à un certain point, pas seulement pour la production d'énergie. Elles les utilisent comme protection contre les ROS. Incroyable, non? Rose? ROS, espèces réactives de l'oxygène. Elles sont cancérigènes et extrêmement mutagènes. Elles détruisent nos protéines, lipides et acides nucléiques. Ce sont des molécules agressives. L'irradiation produit donc des ROS dans le micro-environnement, qui tuent et détruisent les cellules, aussi bien les cellules normales que les cellules tumorales. Mais si l'on veut cibler les cellules tumorales avec des ROS, sans perdre ses cheveux, sans que les gencives saignent, toute cette folie, alors on fait ceci. On le met en profonde cétose. Il a donc un faible GKI. Ensuite, on applique la thérapie à l'oxygène hyperbare, où l'oxygène est directement dissous dans le sang. C'est mieux que de simplement respirer de l'oxygène à 100%, car on peut réellement dissoudre l'oxygène dans le système sanguin. Ensuite, on prive la tumeur des deux carburants qui la protègent. Cette thérapie tue alors la tumeur de l'intérieur grâce aux ROS. Seules les cellules tumorales sont attaquées, pas les tissus environnants. Tu tues donc sélectivement les cellules tumorales, sans dommages collatéraux pour le reste de ton corps. En fait, les autres cellules deviennent même super saines, car elles brûlent des cétones et de l'oxygène pur. Incroyable. Est-ce que ça fonctionne bien? Super bien.
Des résultats spectaculaires. Il faut vraiment connaître la biochimie et comprendre la physiologie de son propre corps, ainsi que la biologie évolutive. Comment les profanes peuvent-ils y arriver? Il ne s'agit pas vraiment d'intelligence. La plupart des gens préfèrent à des principes plus simples, qu'ils peuvent suivre et appliquer. Cela devrait aussi être rapide. Oui, bien sûr. Eh bien, tout cela n'est pas si super compliqué. Mais il est vrai que le patient doit participer. Dans une thérapie métabolique, le succès repose fortement sur tes épaules. Tu ne restes pas simplement figé là, pendant que ton médecin te poisonne ou te bombarde de radiation. Pour que la thérapie métabolique fonctionne, le patient doit vraiment y contribuer. Il s'agit de toi et de ta santé. Tu es responsable de ta survie, parmi nous. Veux-tu vraiment confier ton existence précieuse à quelqu'un qui pourrait en savoir moins sur la maladie que toi-même? Peut-on être génétiquement prédisposé au cancer? Oui, mutation de la lignée germinale. Cela aussi peut être géré. Me recommandez-vous, en tant qu'homme sportif de 32 ans, actuellement sans cancer, touchons du bois, de suivre un régime hypocalorique et cétogène pour garder mes mitochondries et mon métabolisme en bonne santé? Devrais-je donc être dans un état de restriction calorique? Je dis qu'il est bon de réduire ses calories de temps en temps. Nos ancêtres de l'âge de pierre n'avaient pas le choix. Il n'y avait pas de kebab à chaque coin de rue. Il n'y avait pas de donuts. Il n'y avait pas le type de glucides transformés qui sont disponibles de nos jours. Devrais-je jeûner? Faire du keto? Je ne veux pas te dicter ce que tu devrais faire. Je suis scientifique, pas médecin. J'étudie ce qui cause ces choses et j'analyse comment on peut les gérer. Tu devrais lire ce que je dis, puis décider toi-même comment tu veux mener ta vie. Regarde les informations. Quelle est votre opinion sur le jeûne hydrique? Le jeûne est une méthode puissante pour entrer en cétose, mais ce n'est pas facile. Essaye donc tranquillement. Tu verras alors comment tu te sens. Cependant, le jeûne hydrique n'est qu'une arme dans notre arsenal. Arrêter brusquement n'est peut-être pas la meilleure stratégie. Dans le sens, aujourd'hui, je vais encore beaucoup manger. Et puis c'est tout. Je l'ai fait comme ça aussi une fois, au 2e et 3e jour. On ressent vraiment ce qu'est la faim. Tu peux me croire. Le jeûne n'est pas facile. C'est pourquoi nous avons une autre approche. Un régime sans glucides pendant 2 semaines, 14 jours. 0 glucides. Tu manges de la viande, du poisson, du poulet, ce que tu veux, mais pas de pain, pas de pâtes, ce genre de choses. À quelle vitesse entrons-nous en cétose? Les gens m'en parlent en termes élogieux. Mesure ton indice glucose cétone. Comment? Avec le dispositif de mesure Keto Mojo. Tu peux l'acheter sur Amazon. Achète-le. Il existe déjà de petits appareils de mesure en temps réel pour la glycémie, mais les appareils pour la cétose prendront encore un certain temps. Actuellement, on utilise le Keto Mojo, ou d'autres appareils où l'on se pique le doigt, on imbibe une bandelette de sang et on l'insère dans l'appareil. Il te montre le taux de glucose. Presse bien le pouce à nouveau. Prends la bandelette de cétone. Touchez le sang avec l'appareil de mesure. Cela montre la valeur de la cétose. Appuyez sur le bouton, la valeur GKI apparaît immédiatement. D'accord. Très simple. Tout le monde peut l'acheter sur Amazon, se procurer l'appareil de mesure, acheter les consommables et tester soi-même. C'est ce que devraient faire les patients atteints de cancer. Pablo a également mesuré assidûment pour connaître le statut, à quel point on est en cétose. Je crois que j'y étais une fois. Je ne suis pas sûr, car je n'ai pas mesuré. Mais je pense que j'y étais. Peut-être, peut-être pas. Cela prend du temps pour y être. Il existe d'autres méthodes de mesure comme l'air expiré ou les bandelettes urinaires, mais elles ne valent pas grand-chose. La mesure sanguine est la plus précise. Mais c'est assez difficile d'y rester. N'est-ce pas? Je l'ai souvent entendu. Les tentations sont si variées de nos jours. Le néandertalien n'avait pas le choix, mais il ne connaissait rien d'autre non plus. Le régime pauvre en glucides était tout ce qu'il connaissait. Des milliers et des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années, une éternité. Il ne disait pas « je vais descendre au bout de la rivière pour me prendre 1 kilo de donuts au chocolat ». Non, ça n'existait pas. Il devait vivre ainsi. Aujourd'hui, nous avons tant de tentations. Toutes les choses pour lesquelles nous sommes programmés biologiquement. Quand on voit l'obésité, c'est l'évolution en action. Ce sont les descendants de nos ancêtres lointains qui pouvaient stocker l'énergie si efficacement. Pendant la majeure partie de notre existence sur cette planète, nous étions une espèce qui devait se contenter de peu d'énergie. Ainsi, de tout ce que nous mangions, très peu était gaspillé. Chaque gramme de sucre en excès est transformé en graisse et stocké en réserve. Ces gens sont des personnes éco-énergétiques. Et soudain, nous nous retrouvons dans un monde où nous avons tout. C'est l'évolution en action. C'est déjà un phénomène, de voir comment nous, les humains, pouvons stocker l'énergie de manière si efficace. Car nos ancêtres ont souffert.
des influences environnementales. De terribles famines. Nous devions parcourir de longues distances. Nos corps devaient évoluer en conséquence. Nous devions stocker le peu que nous obtenions de l'environnement. Maintenant, 300 millions d'Américains vivent dans un environnement alimentaire où ils se voient presque servir des sucreries directement à leur porte. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de quitter la maison pour un donut rapide. Téléphone portable allumé, service de livraison, ou directement depuis le siège conducteur. Plus de dépenses d'énergie, mais un apport énergétique sans fin. Pensez-vous que les informations sur l'IGC apporteront beaucoup aux gens? C'est déjà assez dur, je crois. Je ne suis pas ici pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Je suis juste ici pour expliquer pourquoi nous avons tous le cancer. Le cancer n'est pas un mystère. C'est toute une évolution biologique, tu comprends? Évolution humaine. Presque tout ce que je dis a donc parfaitement du sens. Malheureusement, cela ne fait plus partie de notre éducation scientifique aujourd'hui. Les patients ont-ils besoin de discipline? Oui. Pour rester profondément en cétose, oui. Alors, la discipline est importante. Tu sais, chaque grande religion mondiale avait un aspect du jeûne. Que tu sois musulman, juif, ou peu importe, catholique, hindouiste, peu importe. Ils avaient et pratiquaient toujours une forme de jeûne. Pourquoi jeûne-t-on? Parce qu'on veut purifier son corps. Tu veux te rapprocher de Dieu. Tu veux avoir le sentiment de contrôler. Et si tu le combines avec la prière, c'est encore mieux. Donc il y avait une raison de faire tout cela. Et les gens reconnaissaient que leurs ancêtres tribaux savaient quelque chose de ce genre. Mais nous ne faisons plus cela aujourd'hui. Nous ne renonçons plus à la nourriture pendant 40 jours, comme Jésus l'a fait dans le désert. Mais entre nous, c'est tout à fait faisable. Je le sais, parce que je peux regarder ton poids et dire combien de temps tu tiendrais. Avec de l'eau, rien d'autre. Comment le sais-je? Parce que George Cahill, un bon ami, le défunt George Cahill, dirigeait le Joslin Diabetes Center, et il a étudié des personnes qui jeûnaient uniquement avec de l'eau. C'était encore inexploré à l'époque. Il s'agissait des prisonniers dans les camps de concentration, qui étaient affamés jusqu'à la mort. Nous savons donc ce qui se passe. Voici un exemple. Angus Barbery a vécu 377 jours sans nourriture. George Cahill a fait jeûner certains de ces individus obèses pendant 250, 300 jours. Que se passait-il biologiquement? Le corps passe à la combustion des graisses pour les cétones, une fois que le foie n'a plus de glycogène. Les os stockent des minéraux. Tu peux extraire des minéraux de tes os. Les minéraux se trouvent aussi dans la graisse corporelle. Les vitamines sont également stockées dans la graisse. Beaucoup de vitamine D. En dehors de la perte de poids, que se passe-t-il d'autre? Comme nous l'avons dit, les personnes religieuses jeûnaient autrefois pour se rapprocher de Dieu, ce qui, pour moi, semble indiquer une amélioration des performances cognitives. Oui, et cela vient de la combustion des cétones. Lorsque tu brûles des cétones, lorsque ton cerveau commence à passer aux cétones, ton énergie change. L'ATP par calorie provenant d'une cétone augmente l'efficacité de la phosphorylation oxydative. Donc on est plus concentré? Énormément. Cela apporte d'énormes avantages à la chasse. Si tu dépends vraiment de tuer un animal pour survivre et que tu es en train de chasser, alors tu es concentré, car si tu n'es pas concentré, tu mourras de faim. Ainsi, chaque organe sensoriel de notre corps est extrêmement activé. Lorsque tu te trouves dans cet état cétogène, ce que nous faisons de nos jours, c'est de nous promener partout avec des écouteurs. C'est comme si nous nous privions nous-mêmes de la base naturelle pour nous concentrer sur quelque chose. Nous ne sommes pas seulement, toi et moi, ici depuis, disons, les 100, 200, 400 dernières années. Nous sommes les descendants de personnes qui étaient comme nous il y a des centaines de milliers d'années. Ils n'avaient simplement pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Mais si tu pouvais amener un homme de l'âge de pierre d'il y a 500 000 ans et lui donner des donuts, il dirait qu'il est mort et au paradis. Il serait ravi parce qu'il n'aurait plus besoin de sortir pour chasser des prédateurs. Il serait aussi d'accord pour recevoir la nourriture par la fenêtre de la voiture. Kebab, pizza, beignets. Imagine que nous leur donnions plein de sucreries. Penses-tu qu'ils ne mangent vraiment pas ces donuts? Bien sûr qu'ils le feraient, sans exception. Il y a des chimpanzés qui vivent avec une famille. En Floride, j'ai vu ça sur YouTube, les chimpanzés mangent avec la famille et ils nourrissent les chimpanzés avec des toasts à la confiture. Ils tapent sur la table. On pense qu'ils deviennent fous. Les chimpanzés adorent les toasts à la confiture. Ont-ils des enfants? Oui, 2. Quels conseils donneriez-vous à vos enfants s'ils entendaient cela maintenant? Comment peuvent-ils réduire leur risque de développer un cancer ou d'autres maladies? Ils diraient d'abord, « Papa, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Je ne dis à personne ce qu'il doit faire.
Ou comment exactement? J'explique seulement la science derrière, comment le cancer se développe et fonctionne. Mes enfants, mes 2 fils, sont tous très, très réussis. Et ils ont dit que si jamais nous avions un cancer, nous ferions la thérapie métabolique. Pas nécessairement avant. Et j'ai dit, le plus important est l'entraînement sportif. Et de faire de bons choix alimentaires. Je veux dire, ne te méprends pas. Je mange des donuts. Je bois de la bière. Ou du whisky. Pourquoi? Parce que j'aime ça, bien sûr. Mais je ne vais pas le faire tout le temps. Je ne suis pas un ascète. Je mange de la pizza, bien sûr, mais je ne vais pas le faire tout le temps. Je fais du jeûne intermittent. Je ne mange rien pendant 18 à 20 heures d'affilée. Je fais beaucoup de sport à l'université, à la salle de sport et dans les installations que nous avons là-bas. Si je devais avoir un cancer, je devrais mordre la balle et faire ce que je sais qui fonctionne. Même si ce n'était pas agréable, le jeûne et le régime cétogène sont toujours mieux que d'être irradiés et empoisonnés. Je te le dis. Si vous êtes convaincu que le cancer est en réalité une maladie métabolique qui se trouve dans les mitochondries, pourquoi n'optimisez-vous pas votre vie pour qu'elle soit métaboliquement parfaite? Parce que je vis dans la même société que toi. Je suis aussi un être humain, et certainement pas un moine. Je ne vais pas m'asseoir dans un monastère et prier quelque chose, parce que nos aliments sont tellement savoureux. Je suis tout autant un membre de cette société que toi, et je profite des choses qu'elle nous offre, pour rendre notre vie un peu plus agréable. Il n'y a rien de plus beau que d'aller bien manger, discuter, boire du vin et savourer la vie. Profiter du moment. On devrait essayer de rester toujours dans une telle zone métabolique. Cela minimise le risque de cancer. Aux États-Unis, des élections ont lieu en ce moment. Trump contre Kamala Harris. Si vous gagniez l'élection et deveniez président des États-Unis, introduiriez-vous des règlements ou des lois concernant l'industrie alimentaire? Que feriez-vous? Eh bien, l'industrie alimentaire n'est pas unidimensionnelle, elle a de nombreuses facettes. Et en général, je ne ferai probablement rien au début. Je ne suis pas un grand fan de l'idée que le gouvernement dicte ce que l'on doit faire ou ne pas faire. Le citoyen responsable devrait prendre les décisions. Mais pour les prendre, il doit aussi être informé. Par exemple, avec l'épidémie d'obésité, il semble que les gens ne comprennent pas pourquoi tout cela se produit. Il y a une ignorance en matière de nutrition, ce qui conduit à des maladies chroniques terribles. Nous avons interdit de fumer à l'intérieur des bâtiments publics au Royaume-Uni. Parce que le tabagisme passif a également un impact négatif prouvé sur la santé des personnes qui se trouvent à proximité. Mais la décision d'une personne en surpoids d'être en surpoids ne te rendra pas gros ou malade. C'est une situation différente. Les gens décident eux-mêmes s'ils veulent vivre de manière saine ou malsaine. Ils doivent prendre soin de leur propre santé. Mais qu'en est-il des drogues? La cocaïne est par exemple illégale. Pourquoi ne peuvent-ils pas intervenir et dire « Tu ne peux pas manger de donuts sucrés, car les deux nuisent aux gens ». Les gens déclencheraient probablement une révolution s'ils ne pouvaient plus manger de donuts, contrairement à la cocaïne. Essayez donc ici à Brooklyn de retirer les donuts aux gens. Les gens deviendraient fous. Il s'agit du fait que les gens ont un choix. Personnellement, j'aime aussi Dunkin' Donuts, même si je prends généralement juste un café. Bien sûr, ils sont délicieux, les Jelly Fills et les Honey Dipped Donuts. Tout le monde adore ça. Ces trucs sont délicieux. As-tu déjà essayé leurs muffins aux myrtilles? Ils sont à tomber par terre, et je ne vais certainement pas m'en priver. Mais quand j'en mange un, je ne le fais pas tous les jours. Une fois, et c'est tout. Peut-être de temps en temps le week-end. Parfois il se passe même 2, 3 semaines ou mois avant que je m'en accorde un autre. Mais quand tu en manges un à nouveau, tu le savoures vraiment en pleine conscience. Êtes-vous optimiste? Je suis très optimiste, car lorsque la science est bien menée, on ne peut pas réprimer la vérité. Elle finira par apparaître, les preuves scientifiques qui existent. Je ne fais qu'affiner les données. Mon travail est basé sur les découvertes d'Otto Warburg, un génie. Il était un géant dans le domaine de la biochimie. Ce n'est pas comme si j'avais tout inventé. Je ne fais qu'élargir ce qu'il a découvert, une nouvelle dimension, et je le rends pratiquement applicable, ce qu'il n'a jamais fait. C'est donc juste une extension de la base de connaissances, une mise à jour avec de nouvelles découvertes. Pourquoi cela vous tient-il tant à cœur? Pourquoi cela me tient-il tant à cœur? Je ne fais pas cela pour l'argent. Tu sais pourquoi je le fais? Je veux voir ces principes scientifiques officiellement confirmés. Quand tu sais que tu peux maintenir ces personnes en vie,
avec une meilleure qualité de vie, basée sur les découvertes scientifiques, c'est extrêmement satisfaisant. C'est satisfaisant de savoir que c'est vrai, parce que nous avons correctement compris le mécanisme du problème. Il s'agit des mitochondries et de la disponibilité du carburant. Nous rédigeons actuellement un grand protocole de traitement, avec tous les détails nécessaires. Nous mettons également cela en pratique chez les patients atteints de glioblastome et d'autres cancers avancés. Ces patients ne vivent pas seulement quelques mois de plus, ils vivent des années de plus. Pourquoi? Parce que nous avons compris la science. Ce sont vraiment de superbes résultats, et cela me motive. On n'a pas besoin de devenir millionnaire avec ça. Je sais personnellement que toutes ces personnes vivent plus longtemps, parce que nous avons compris la biologie du cancer. Et ensuite, nous avons appliqué ces connaissances de manière pratique. Notre recherche est soutenue par la philanthropie et des fondations privées. Cet argent me permet de mener ces expériences. Je réalise des expériences sur des modèles précliniques, et ensuite, nous transférons directement ce savoir en clinique. Les résultats parlent d'eux-mêmes, comme dans le cas de Pablo Kelly. Il aurait dû être mort depuis longtemps, il y a de nombreuses années. Il a survécu 10 ans de plus. Il a une femme, et ils ont réussi à fonder une famille. Il n'a pas eu à subir une torture toxique qui ne sert à rien. Je parle avec des gens qui auraient dû être morts depuis longtemps, et ils sont encore en vie. Je vais bien. Je reçois des appels de personnes que je pensais être mortes depuis longtemps. Ils sont encore en vie, et ils vont bien. C'est ce qui me motive. Car cela me montre que nous sommes sur la bonne voie. Le cancer est un problème qui peut être résolu. Le taux de mortalité peut être considérablement réduit. On peut enlever la peur aux gens. Au lieu de cela, les patients sont maintenant motivés. Je sais comment faire. Est-ce que cela fonctionnera pour tout le monde? Non, mais cela aidera beaucoup de gens. La thérapie métabolique est bien meilleure que ce que nous avons aujourd'hui, mais c'est un changement de paradigme. C'est donc une question de temps, avant que tout le monde ne reconnaisse cette nouvelle théorie. Je n'ai aucune idée de combien de temps cela prendra, mais je n'abandonne pas. Nous obtenons des résultats de plus en plus positifs, ce qui continue de mettre la pression. J'ai déjà publié de nombreux rapports de cas positifs. La science doit prendre sa décision sur la base de ses travaux. Et si vous réussissez, que se passera-t-il ensuite? Eh bien, les gens iront mieux. Je ne vivrai pas éternellement, mais j'ai tout fait pour les aider. J'ai étudié les théories de Warburg et je les ai affinées, tandis que le domaine se concentre sur la recherche génétique. Et cela depuis des décennies, sans succès. Nous devons remettre le domaine sur la bonne voie. C'est un problème métabolique avec des solutions métaboliques. La thérapie métabolique aidera beaucoup de gens. Et elle changera aussi notre façon de penser le cancer. Je peux te dire que des personnes influentes veulent ouvrir des cliniques. Je reçois des appels d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Ils veulent ouvrir des cliniques, car le système actuel ne fonctionne pas. N'oublie pas, en plus de la terrible toxicité physique, les gens font faillite en permanence. Leur mariage se brise parce qu'ils ne peuvent pas se permettre les médicaments coûteux contre le cancer. Les patients meurent et les factures sont transmises à leurs proches. Une situation totalement immorale. Y a-t-il un cas qui vous a brisé le cœur plus que tous les autres? Je pense à Trudy Dupont. Son cas a été le déclencheur du développement de l'indice glucose-cétone, cette formule. Et Pablo Kelly. Nous sommes toujours bouleversés par la perte de Pablo. J'ai connu Pablo pendant longtemps. Je l'ai accompagné et conseillé pendant plus de 10 ans. Et puis, il a une hémorragie cérébrale et meurt. Il était notre exemple parfait de la durée de vie qu'un patient atteint de glioblastome peut avoir avec une thérapie métabolique. Mais il n'est pas mort du cancer. Ces cas, quelques autres, où nous aurions souhaité qu'il puisse vivre plus longtemps, avec le bon soutien. L'opinion de la famille peut aussi avoir beaucoup d'impact. Les patients disent « Je veux faire ce que vous proposez », mais ma femme et mes enfants disent que c'est insensé de le faire. Nous en sommes à un stade très précoce dans ce domaine. Les gens ne prennent pas cela au sérieux. Nous n'avons pas encore vraiment atteint un standard de traitement reconnu. Mais cela viendra. Le mieux serait que toute la famille collabore et le fasse ensemble. Tout le monde dit « Je ne me suis jamais senti aussi en bonne santé de ma vie ». Guy Tannenbaum avait un cancer de la prostate avancé. Il a écrit un livre. Il est présent sur Internet. Il souffrait d'hypertension, de surpoids, d'obésité. Puis il a fait plusieurs cures de jeûne hydrique de 18 jours et s'est guéri lui-même. Les autres problèmes ont également disparu. Son diabète a disparu, son hypertension aussi, et le cancer n'est plus détectable. Est-il guéri pour autant? Aucune idée. Mais a-t-il le cancer sous contrôle? Oui, il l'a. De plus, il est en meilleure santé. N'est-ce pas finalement ce que la médecine veut?
Maintenir les gens en vie plus longtemps et leur offrir une meilleure qualité de vie? Combien d'exemples de cas avons-nous encore besoin? Les collègues disent que tout est pur hasard, tout est un coup de chance. Combien de coïncidences veulent-ils encore? Si quelqu'un écoute maintenant, et je suis sûr qu'ils seront nombreux, des milliers, des dizaines de milliers de personnes, qui luttent actuellement contre le cancer, ou qui ont reçu un diagnostic précoce. Je sais, cela me donne mauvaise conscience. Non, tous ces cas. Ils me demandent tous, qui m'aide? Personne ne fait cette thérapie métabolique. Aucun hôpital. Tout ce que je dis n'a jamais été enseigné aux oncologues pendant leur formation. Que dites-vous à ces personnes? Je suis désolé que l'establishment médical ne reconnaisse pas encore ce que je dis. Tu sais, le changement doit venir des gens eux-mêmes. Il ne viendra en tout cas pas des principales facultés de médecine. C'est certain. Il continue simplement comme avant. Le statu quo est très rentable. Le statu quo est très lucratif pour ces gens, mais il n'aide pas les patients atteints de cancer, aussi bien qu'il le pourrait. N'oublie pas, nous ne jetons pas toutes les méthodes par-dessus bord. Nous demandons simplement aux gens d'utiliser mieux les outils que nous avons. Nous n'avons pas besoin de rejeter les immunothérapies ni la radiothérapie. Nous n'avons pas besoin de rejeter les substances toxiques. Mais nous devons comprendre comment les utiliser lorsque le patient est en cétose. Les données le prouveront. Cependant, le problème est plus fondamental. Le médecin dit « J'aimerais le faire, mais je perdrai ma licence si je le fais. » Qu'est-ce que c'est que ça? Actuellement, on ne peut pas changer le standard de traitement sans avoir des problèmes. Il doit cependant être plus flexible. De nouvelles preuves doivent être prises en compte. Les chercheurs ne lisent souvent pas eux-mêmes les articles ou ne croient pas aux données, ne s'occupent pas de la théorie. Le docteur Seyfried ne peut pas avoir raison si 99% du monde a une opinion différente. Chacun veut seulement voir confirmer ce qu'il connaît déjà. C'est un mouvement de bas en haut, pas l'inverse. C'est malheureusement l'état actuel des choses. Cela doit changer, cela va changer car nos recherches font progresser le domaine de plus en plus. Les gens commencent à le reconnaître. Une fois que le changement se produira, ce sera un changement énorme. Le domaine devra se réorienter. Nous avons une tradition dans ce podcast où le dernier invité laisse une question pour le prochain invité, sans savoir à qui elle est destinée. La question qui vous a été laissée est la suivante. Imaginez la fin de votre vie. Vos amis les plus proches et les membres de votre famille sont à vos funérailles. Que vous imaginez-vous ou espérez-vous qu'ils disent à votre sujet? Il a changé. La direction de la recherche et du traitement du cancer dans le monde, de manière positive. Quelque chose comme ça peut-être. C'est vrai, professeur Seyfried. C'est exactement ce que vous faites en réalité. Vous savez, je ne trouve même pas un mot qui décrive l'importance d'une telle mission. Car tant de personnes luttent contre le cancer, comme si c'était une sorte de boîte noire opaque, au hasard. Une maladie qui nous frappe par hasard. Les gens sont choisis comme à la roulette, et leur vie est détruite de nulle part. Rendre plus d'informations disponibles sur les véritables causes du cancer nous permet de chercher de meilleures solutions pour cette maladie, qui a toujours été vraiment complexe et difficile à comprendre. Merci beaucoup pour cela. Votre travail repose, je crois, presque entièrement sur des dons philanthropiques et caritatifs, n'est-ce pas? C'est exact. Ils font surtout des dons à mon université, le Boston College. Nous sommes une université jésuite à Boston, dans le Massachusetts. Nous suivons la philosophie du service du prochain. L'argent nous parvient aussi par d'autres fondations. Où doivent aller les personnes qui souhaitent faire un don? Sur votre site web, il y a un bouton de don. Les gens peuvent simplement faire un don via l'université de Boston. Sur le site web de biologie de mon université, il y a un bouton de don. Et chez Travis Christoffersen, la Foundation for Metabolic Cancer Therapy, tout est en ligne. Il soutient notre recherche par des dons caritatifs à sa fondation. Je veux encourager tous ceux qui soutiennent votre mission à visiter le site web de votre université. Il y a un bouton de don là-bas. Cliquez dessus pour faire un don. Oui, exactement. Cela passe aussi par la fondation de Travis Christoffersen, la Foundation for Cancer Metabolic Therapies. La fondation de M. Christoffersen est également en ligne. Quand des patients m'écrivent un email, je leur envoie les liens vers ces fondations. Personnellement, je ne suis pas autorisé à accepter de l'argent de qui que ce soit. C'est important. Ce n'est pas possible. Souvent, les gens veulent me donner de l'argent directement. Mais ce n'est pas possible. Ils doivent le donner directement à l'université. Cela passe ensuite par moi, pour soutenir ma recherche via l'université. Docteur Thomas Seyfried, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et je suis profondément inspiré et
éclairé par tout ce que nous avons discuté. Et je pense qu'il y a des choses simples que je vais mettre en œuvre dans ma vie. Je vais acheter un de ces appareils pour pouvoir surveiller mon GKI, l'indice glucose-cétone. Oui, le GKI. Merci beaucoup de m'avoir permis d'être ici. Car ton engagement et celui des autres sensibilisent les gens au fait qu'il existe des alternatives qui fonctionnent. Lorsque le système finira par changer, les résultats ne seront plus aussi sombres qu'ils le sont aujourd'hui.